Bon, bah, Christophe, écoute, ça me fait super plaisir de te recevoir sur le podcast. Ça fait 12 ans, on disait là, avant de commencer, qu'on s'est pas parlé. Ouais. Et on disait qu'on était un peu des dinosaures de YouTube maintenant. Les vieux T-Rex de YouTube, ouais. Ouais, on a traversé le temps, on est toujours là. Donc, bah, déjà, ça fait plaisir de se reparler aussi depuis tout ce temps. Ouais, ouais. Et puis, bah, on va pouvoir parler un peu de tous mes sujets de prédilection, mais qui sont aussi un peu les tiens, forcément. Donc, l'entraînement, les arts martiaux, la nutrition, les blessures, voilà. Et puis, peut-être un peu revenir aussi sur ton parcours par-ci par-là, même si on en avait déjà parlé. Tu vois, on avait fait une interview à l'époque. Et c'était pas un podcast, mais aujourd'hui, on aurait pu appeler ça quasiment un podcast, tu vois. C'était les prémices. Ouais, c'était les prémices, tu vois. Sans le savoir, j'avais déjà fait un podcast, il y a 12 ans, tu vois? Avant-gardiste de Greg. Alors, ce que j'aime bien souvent demander, c'est une nouvelle question là et j'arrive jamais à aller au bout, mais je trouve que ça c'est un bon moyen de commencer. À quoi ça ressemble, tes journées, par exemple, si tu prends, ce matin ou là, la semaine dernière, comment tu commences ta journée? Qu'est-ce que tu manges? Est-ce que tu manges? Voilà, à quoi ça ressemble une journée de Christophe Cario? C'est long, hein. Ouais, Déjà, je me lève grosso modo, spontanément vers 6h30, 6h40. C'est mon heure, en fait, je suis très matinal. Je commence toujours par un petit peu me balader dans mon jardin. J'ai la chance d'avoir un petit jardin. Ça me permet de prendre la lumière du jour, d'écouter les petits oiseaux qui sont enfin, une super compagnie au réveil. ouais. Voilà, d'observer la nature. J'ai un lien très très fort avec la nature à titre personnel. J'en profite souvent pour faire un petit peu de méditation, s'il n'y a pas trop de moustiques à l'extérieur, parce qu'on a un peu on a des épidémies de chikungunya ou de trucs comme ça. Donc c'est vrai que j'essaie de faire attention. Donc s'il n'y a pas trop de moustiques ce matin-là, je médite pendant un quart d'heure, 20 minutes dehors. Je fais du travail respiratoire, je fais quelques MAC, des mobilisations Ouais. articulaires contrôlées pour me réveiller. Tu Euh, fais tu fais quoi comme type de travail respiratoire? Oh, c'est vraiment des exercices on va dire, de respiration diaphragmatique, soit ce qu'on appelle la respiration carrée, c'est-à-dire 4 secondes d'inspiration, 4 secondes de blocage respiratoire, 4 secondes d'expiration et 4 secondes de blocage respiratoire, le ventre, enfin les poumons vides. Ah, je Euh, connaissais pas ça. voilà, C'est 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 très et simple. c'est l'intérêt, c'est quoi de parce que je connaissais du coup un peu la cohérence cardiaque, les choses comme ça, mais avec le blocage de 4 secondes, ça apporte quoi en plus? En fait, si tu veux, ça permet d'augmenter certaines concentrations de CO2 au niveau sanguin. Et il y a énormément de choses qu'on est en train de découvrir sur l'aspect intéressant d'avoir un taux de CO2 qui est relativement important ou qu'on tolère mieux, Mmh. notamment pour l'effort, notamment pour différentes choses qui ont affaire à la gestion du stress et des choses comme ça. Donc, quand tu vois des gens qui ont des gros débits de parole, tu sais, des gens qui discutent, énormément, que tu arrives pas forcément à interrompre, c'est souvent des gens justement qui ont des grands besoins de respirer, beaucoup parce qu'ils tolèrent mal en fait, l'excès de CO2 au niveau de leur sang et inversement, tu as des gens qui vont être, beaucoup plus tempérés dans leur manière de parler, qui vont favoriser des temps, de latence dans la discussion, parce que ça leur permet justement de retrouver une respiration beaucoup plus profonde. Enfin bref, voilà, c'est ce genre Ah, mais de c'est choses-là intéressant. qui est très C'est intéressant. intéressant de se dire que du coup, ça pourrait être, ta physiologie qui va influencer ton débit de parole. Exactement et vice versa si tu veux. Tu peux aussi, Mmh. changer, ton débit de parole, ton ton système de pensée simplement en travaillant ta respiration, différemment. Pour que les gens comprennent mieux ce que je veux dire, on a tous connu des engueulades, des situations un petit peu de stress. Si tu arrives pendant ces engueulades et ces situations de stress à recalibrer ta respiration, c'est-à-dire à calmer ton flux respiratoire, tu verras en fait que la situation, elle est beaucoup moins stressante, tu la perçois de manière moins stressante et donc tu peux avoir des réponses émotionnelles, verbales ou éventuellement physiques
qui sont un peu plus stratégiques, un peu plus adaptés. Mmh. Toi qui es dans la self, tu enseignes beaucoup de techniques comme ça. Quand les gens sont très agressifs, ils respirent, ils hyperventilent énormément. Ouais. Heu, Alors que tu vois souvent des mecs, les videurs, les gens comme ça sont extrêmement calmes. Mmh. Bon, ils sont toujours calmes, tu vois? Ouais. Tu as l'impression que tu les insultes, ça passe au-dessus d'eux et puis, à un moment donné, quand ils voient que la personne peut-être va devenir dangereuse, boum, ils la maîtrisent. Ouais, beh, ouais, là, Entièrement. la dominance un peu de soi aussi et si tu arrives à te maîtriser, forcément, tu pas tous les processus physiologiques, la respiration accélérée, machin, tout ça. Alors, je pense qu'ils ont quand même le rythme cardiaque qui s'accélère, tout ça, mais avec, un contrôle quand même qui Ouais, va, et au-delà des autres, quoi. l'un ne va pas sans l'autre, hein, Greg. C'est-à-dire Mmh. que tu peux très bien avoir le rythme cardiaque qui s'accélère parce que la situation devient, compliquée et tu sens Ouais, qu'elle peut vite déraper. Mais le simple fait, en fait, de contrôler un petit peu ta physiologie, ça peut te permettre, si tu veux, ça c'est ma vision des choses, hein, ouais, d'avoir une réponse qui est plus adaptée à la situation. oui. Tu as d'autres gens, dans la self qui te diront: «Non, il faut que tout soit instinctif, une action, une réaction» et cetera. Moi, je suis pas un spécialiste de ça, donc Ouais, mais de toute façon, je pense que moi, d'un point de vue même du corps, tu vois, c'est un trajet qui se fait dans les 2 sens. C'est-à-dire souvent on dit, bien dans sa tête, bien dans son corps ou bien dans son corps, bien dans sa tête. Pour moi, ça marche dans les 2 sens. C'est-à-dire que tu peux être bien mentalement, mais si dans ton corps, tu le traites pas bien et tout, il y a un moment, ça va te rattraper souvent et vice versa. Tu peux, tu vois, être à fond sur, t'entretenir dans ton corps et tout, mais si dans ta tête, tu es pas bien, il y a un moment, ça va te rattraper aussi. mmh, Mais souvent, l'un nourrit l'autre, quelle que soit la direction, tu vois? C'est-à-dire que je pense que le début, c'est de prendre soin d'au moins un des 2 et ça va aller influencer, bah, positivement l'autre, tu vois? mmh, Même si, c'est un peu bizarre de faire cette dissociation, mais c'est parce que souvent, je trouve que dans les approches, tu vois, tu as des gens qui sont à fond sur, «Je prends soin de mon physique», mais ils pensent pas, bah, par exemple, l'aspect méditation, comme tu peux parler, respiration, tout ça, ou d'autres qui sont vraiment sur, «Je prends soin de ma tête» ou, «Je me cultive», machin, ça. Puis par contre, le corps, il le laisse, mmh. complètement de côté et au final, ça aide, mais il y a un moment où je pense qu'il faut quand même essayer d'avoir les 2, quoi. Mmh. Je me permets de rebondir encore là-dessus parce que c'est intéressant. Ceux qui veulent vraiment, plonger dans ce genre de réflexion, et qui ont la chance, parce qu'on parlait juste avant de démarrer avec Greg de la problématique de parler ou pas anglais aujourd'hui. Ouais. Rapprochez-vous de tout ce que les Navy Seals se font et vous verrez qu'il y a des choses très, très intéressantes là-dedans parce que la majorité des équipes SEALs, elles sont formées à la méditation, au travail respiratoire, au travail d'apnée et cetera et pas seulement pour des logiques combatives, mais aussi pour des logiques d'apprentissage, de gestion du stress, et Mmh. de gestion des émotions en situation extrême, quoi. Voilà. Ouais. Donc il y a beaucoup de Ouais. choses qui m'ont intéressé là-dedans, moi, Mais on personnellement. pourra il y a c'est un des sujets sur lesquels aussi j'aime bien, échanger en ce moment, le côté un peu, no pain, no gain. Alors avant d'y revenir, je voulais juste te poser une dernière question sur la respiration. Est-ce que donc cette respiration carrée, elle est uniquement nasale Oui. ou, l'expire, se fait par la bouche? Alors, tu inspires par le nez obligatoirement, Mmh, et soit tu peux, expirer par la bouche pour avoir une expiration qui est plus rapide et plus profonde, ou tu peux également le faire par le nez. Il y a pas de là-dessus, il y a pas de règle. En revanche, l'inspire doit toujours se faire par le nez mmh, et c'est pour ça que dans beaucoup de traditions, notamment indiennes, avant ce travail respiratoire, ils font toujours un travail de nettoyage des sinus mmh, pour avoir justement, un flux, au niveau nasal qui est, beaucoup plus important plutôt qu'un flux nasal qui est obstrué par, bah, des crottes de nez, quoi. ouais, ouais, avec moi c'est les neti pot là, c'est ça ouais, ça c'est bien, ouais. C'est bien pour prévenir, même, pour les allergies, tout ça, de faire les nettoyages des sinus, c'est quelque Exactement. chose qu'avec ma femme, on fait régulièrement, surtout elle qui a souvent des sinusites Mmh. et c'est vrai que c'est efficace, quoi. Mmh. Mais je savais pas que je savais que ça venait bah, du yoga, de l'Inde et tout ça, mais je savais pas que c'était pour ça, tu vois? Tu Ah oui, m'appris oui, quelque c'est chose. vraiment, lié si tu veux, et en fait,
La respiration nasale, elle est très, très importante parce qu'elle permet également de, mieux refroidir, si tu veux, l'air et en même temps on a des cils au fond, en fait, de la paroi nasale et ces cils, en fait, ils sont connectés directement à, certains neurones qui sont à la base de notre cerveau et il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être, enfin, on réfléchit beaucoup sur la raison d'être de ces cils et on pense, si tu veux, que ces neurones et ces cils, ils sont en connexion également avec le système immunitaire, ce qui Mmh. permettrait, en fait, si tu respires par le nez, prioritairement, de directement informer ton système immunitaire potentiellement, de virus, d'allergènes, ou de choses comme ça. Je vais éviter de trop parler de virus parce qu'on en a bouffé pendant Mmh. 2 ans et demi et j'en ai plein le cul, des virus. Ouais, Donc c'est clair. Mais ouais, non, mais ça, c'est hyper intéressant. C'est vrai qu'il y a en tout cas, moi, j'ai vu qu'il y avait toute une tendance, mais qui est, vérifiée et validée sur le fait de vraiment mettre l'accent sur la respiration nasale. mmh, Après, en pratique, moi, quand je marche, tout ça, j'ai aucun problème à être en respiration nasale. C'est vrai que des fois, tu vois des gens qui ont la bouche ouverte en marchant, ou dès qu'il y a une petite côte, un truc, ça ouvre la bouche. Théoriquement, c'est pas, enfin, c'est pas optimal, on va dire. mais Mais, c'est vrai que tu te demandes enfin, jusqu'où ça va, par exemple, dans l'entraînement, notamment des sports de combat. C'est-à-dire que quand je vais faire de la musculation, des choses comme ça, je vais peut-être plus facilement réussir à être en respiration nasale. Et pour les sports de combat où tu sais, j'ai besoin un peu voilà, de grogner, mais c'est en fait, c'est parce que j'utilise ma respiration ventrale beaucoup. J'ai besoin de plus d'expirer par la bouche, tu vois. mmh. Mais après Greg, enfin, heu, il faut rappeler pour tout le monde qu'on a différentes formes de respiration. C'est-à-dire que la respiration qu'on évoque depuis tout à l'heure, c'est une respiration qui est adaptée aux actions du quotidien, c'est-à-dire, au travail de bureautique, éventuellement à la marche, sur terrain plat. Mais dès que tu vas avoir une accélération du rythme cardiaque et des besoins, on va dire, de ventilation supérieure, c'est normal de commencer à respirer avec la bouche. Il Ouais. ne s'agit pas de dire aux gens, quand tu fais du sac de frappe, ou un combat de boxe, tu dois être en respiration nasale, hein. Heu, Ouais, Quand je suis sur des efforts cardiaques, et avec, justement des demandes, pulmonaires importantes, beh, automatiquement, je vais passer sur cette respiration, on va dire buccale, pour pouvoir absorber beaucoup plus d'air que je ne pourrais le faire, avec le nez, quoi. ouais. Et ce qui est marrant, tu vois, c'est que j'en ai parlé là, il y a pas longtemps avec quelqu'un d'autre sur un autre podcast, mais moi, dans ma pratique du kung-fu, il y avait un concept comme ça avec les méridiens énergétiques où normalement on devait connecter la langue au palais parce qu'il y avait une connexion qui se faisait à ce niveau-là énergétique. Et donc forcément, quand tu fais ça, déjà, ça t'oblige, tu respires pas tellement par la bouche avec la langue collée au palais. Mmh. Et pareil, on nous avait expliqué que, de tradition, on respirait plus par le nez pour pas s'assécher la bouche, parce qu'à l'époque, en Chine, bah, ils avaient pas forcément toujours de l'eau à disposition, et compagnie. Et donc moi, j'ai assez tôt pris, cette habitude, du moins plus dans les pratiques des Tao, donc c'est un peu comme les katas, mais on n'est pas du tout sur des katas artistiques. Par contre, c'est des katas plus, ouais, Respiratoire. ouais, respiratoire. Il y a le premier Tao, on bouge même pas, c'est vraiment que des mouvements de bras et tout. Mais par contre, là, tu es sur ce type de respiration-là, quoi. Tu vois? Donc, c'est quelque chose qui est pas on en parle maintenant dans nos sociétés à nous, mais en réalité, c'est très ancien, quoi. C'est très ancien et même, d'un point de vue, si on s'intéresse un petit peu au travail postural, la langue, la position de ta langue dans ta bouche, donc tu parlais d'avoir la langue qui est contre le palais, en haut, en fait, on sait qu'en fonction de la position de ta langue dans ta bouche, il y a une activation qui est différente au niveau des muscles de la mâchoire et des muscles du cou. Mmh. Donc, tu as des gens qui, par exemple, ont, un positionnement de la langue qui est pas forcément, optimal et on va s'apercevoir en fait qu'ils ont tout un tas de déséquilibres musculaires autour, des muscles du cou, de la nuque et de la mâchoire et Mmh. tu as une spécialité qui travaille là-dessus qui s'appelle, je vais pas te dire de bêtises, c'est pas c'est les merde. Je vais
Je sais que les ostéos, ils travaillent un peu des fois sur le palais et tout ça. Non, c'est oh putain, c'est O Bon, ça va te revenir après sinon, ouais, hein. ça va me revenir a après, mais c'est dommage. C'est des spécialistes. Orthophoniste, Comment? l'orthophoniste, Ah oui, orthophoniste, ouais. voilà. Mmh. Et OK. et et justement, si ta langue est mal positionnée, bah, tu vas avoir du mal à, prononcer certains mots, certaines, lettres, certaines voyelles et cetera. Donc il y a vraiment, si tu veux, selon les approches culturelles, et les visions, tu as vraiment un rapport très particulier, de la langue, du positionnement de la langue dans la bouche, quoi. Et on peut Mmh. voir à différentes strates, comme tu le disais. Et alors maintenant, du coup, j'essaye de pas oublier, tu vois, les idées que j'ai quand on discute. Je te disais peut-être qu'il y a des moments où je vais prendre des notes pour pas oublier. Comme tu t'as parlé des Navy Seals, ça m'a fait penser à ça. Moi, je te dis, c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup, changé d'avis ces derniers temps. Plus aussi suite, au fait d'avoir, bah, déjà un peu de vieillir, d'avoir eu, 2 enfants, ça te change la vie, ça te change, la fatigue, l'énergie, tout ça. Mais les Navy Seals, donc c'est intéressant, tu vois, de voir qu'ils ont quand même un travail, on va dire, intelligent à côté, de respiration et tout ça. Mais c'est aussi quand même un peu l'emblème pour moi du no pain, no gain, tu vois. Par exemple, Jocko Willink, il est devenu très, très populaire sur le côté motivation, tout ça, faites des choses dures tous les jours et tout. Je voulais savoir, toi, bah, c'est quoi un peu ton point de vue là-dessus? Est-ce qu'il y a une évolution dans le temps? Voilà. Est-ce que, d'après toi, oui, il faut être dans le no pain, no gain. Si tu te fais pas un peu mal à l'entraînement, c'est pas bon, t'as pas de résultat. Enfin, voilà. C'est quoi ton avis là-dessus? Ouais, c'est Un gros sujet. ouais, ouais, c'est un très gros sujet. Déjà, je pense que ça soit les Navy Seals ou d'autres corps, hein. Moi, j'ai un ami qui s'appelle le major Gérald, qui est un major Mmh. de la Légion étrangère, et on discute souvent de ça, tous les 2. En fait, déjà, tu as un processus de sélection. C'est-à-dire que ça soit dans la Légion étrangère ou dans tous les corps d'élite, les commandos, fusiliers commandos marins pour la France ou les Navy Seals, seuls les meilleurs, seuls les plus aguerris, seuls les plus robustes vont rester. Mmh. Et donc il y a toute une idéologie qui se met finalement, autour de ces personnes-là parce que ce sont des pardonnez-moi les gars, mais des anomalies en fait de la nature. Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire que ce sont des gars qu'on a sélectionnés, par des tests qui sont souvent, inhumains, hein, que Mmh. Gérald m'a parlé des stages commando qu'ils font, bon, en gros, tu dors quasiment pas, on te fait dormir 2 heures par jour, ça dure une semaine, on te réveille en permanence pour te faire des tâches, on te tire dessus, on essaie de t'étrangler, on essaie de te tabasser. Ouais. Voilà et donc, beh, dans le lot, à la fin, il en reste que 2, 3 qui restent sur une sélection de 30. Alors effectivement, à la fin, ces gens-là et Gérald le premier te dira: «Ouais, mais finalement, c'est normal ça». Ben non, c'est pas normal. Mmh. C'est simplement que tu as l'habitude, en fait, d'être qu'avec des gens comme ça Ouais. et en fait, ce qui est je vous dis ça parce que, moi, j'ai pas du tout, les capacités athlétiques de Gérald, qui est vraiment un surhomme pour son âge. Mais ce qui est intéressant, c'est que lui-même aujourd'hui et j'en parle librement parce qu'on a déjà fait des vidéos ensemble, sur ma chaîne donc il m'en voudra pas. Lui-même aujourd'hui est confronté à des Ouais. blessures dont il n'arrive pas en fait à se débarrasser et donc c'est là que tu commences à te questionner sur quel est le point de rupture de ces surhommes? Est-ce que Mmh. finalement leur point de rupture, il n'est pas plus éloigné que le mien ou peut-être que le tien, Greg? Voilà. Ouais. Mais que finalement, ils ont également un point de rupture. Voilà, ça, c'est mon opinion. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, française. La partie anglo-saxonne, il faut pas oublier que dans les pays anglo-saxons, ils ont une culture du dopage qui est très, très différent, de la nôtre. Mmh. Nous, on a, même si ça s'est vachement démocratisé, depuis à peu près 6, 7 ans en France, les mecs te parlent de leur cure de produits Mmh. dopants, sans problématique. Aux États-Unis, c'est quasiment, normal. C'est-à-dire que
Ce qui n'est pas normal, c'est à 50 ans de pas prendre des produits dopants aux États-Unis. Bah, Voilà. eux, c'est vraiment dans la culture parce que moi, je me rappelle avoir vu quand j'ai été plusieurs fois aux États-Unis, tu avais même des pubs pour, même pour des trucs, bêtes, genre un café mais plus fort, c'est du café sous stéroïdes. Tu sais, Ouais, c'est coffee on steroids. C'est des et en fait, c'est dans la culture, quoi. mmh, Pour dire un truc qui est fort, qui est puissant, machin, tu rajoutes sous stéroïdes et d'un seul coup, ça fait plus vendre, tu vois? exactement. Mais parce que c'est aussi une la culture américaine est une culture, heu, De performance. de performance qui est Ouais. dure. C'est-à-dire aujourd'hui, on a des modèles de société qui sont très différents, et là encore, ben, chacun entendra ce qu'il veut bien entendre ou détourner mes propos. Mais en France, on a une culture qui est quand même vachement basée sur de l'assistanat, Mmh. qui a des très bons côtés, voire et des côtés aussi néfastes, voilà. Mmh. Tu peux tomber en France et tu as quand même un système d'entraide qui te permet, de plus ou moins rester, à la surface. Aux États-Unis, si tu as pas ça, en fait, tu te retrouves dans la rue et Ouais. pour connaître pas mal d'Américains, aujourd'hui, tu as des gens, ils ont 3 boulots en même temps. Je Ouais. sais pas s'il y a beaucoup de Français qui ont 3 boulots en même temps et je parle pas de, faire des vidéos YouTube, Ouais. écrire des e-books, je parle de jobs qui sont difficiles, quoi. Ouais. Agent immobilier, et caissière, le matin ou le soir, quoi. Vous voyez? Ouais. Ce genre de truc. Donc je pense que culturellement parlant, les Américains, ils ont cette, ils sont naturellement exposés à une société qui est plus violente que la nôtre et qui est peut-être plus violente, que la nôtre juste pour le moment, parce que je pense qu'on pourra peut-être en reparler. Je pense qu'on va vers des temps, Mmh. beaucoup plus violents, chez nous aussi. Et donc du coup, beh, si je veux pas me faire manger aux États-Unis, qu'est-ce que je fais? Beh, je m'aide en fait. Mmh. Donc, je m'aide en me prenant des antidouleurs, je m'aide en me prenant, des boosters, comme des drogues, je m'aide en Ouais. me prenant, des boosters comme des stéroïdes et finalement, petit à petit, sans en faire l'apologie, moi je suis contre tout ça. Mais je peux comprendre, Mmh. dans leur culture, ils aient pas trop le choix en fait. Voilà. Mmh. Et moi, Vraiment, alors, pour vas-y. rebondir un peu sur ce que tu disais, sur le côté no pain, no gain, en fait, pour les alors je prenais, les Navy Seals ou la Légion, c'est encore, c'est pareil, je pense que c'est même peut-être encore pire, peut-être. Mais, pour ces gens-là, en fait, je trouve que c'est «normal» entre guillemets, c'est-à-dire qu'il faut faire des choses extrêmes pour se préparer à des situations extrêmes, tu vois? Mais moi, on va dire, mon problème, en quelque sorte, c'est que, bah, des gens qui ont une vie normale, un quotidien, lambda, tu vois? Se mettent à vouloir, appliquer ce modèle, tu vois? Appliquer ce modèle sur, bah, un organisme déjà stressé, déjà fatigué et tout et je trouve ça même après le rapport, moi, dans les retours que j'ai des gens, je suis souvent surpris et beh, tu dois avoir peut-être la même chose avec tes livres et tes programmes, mais parfois tu prévois un programme ou une séance avec, bien dosé et tout et puis tu as le mec qui dit: «Alors j'ai fait ça, puis en plus j'ai fait ça, 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 ça» ou alors il a fait 3 séances en une parce qu'il veut terminer carpette à la fin, il faut qu'il soit à la limite de vomir et tout ça et ouais, j'ai l'impression que bah, pour quelqu'un qui, voilà, qui fait la Légion étrangère, OK, mais pour quelqu'un qui se prépare à rien, en fait, qui voudrait juste être en bonne santé ou évacuer du stress et tout, j'ai pas l'impression que ce soit la meilleure idée. Non, mais, enfin, moi, je suis entièrement d'accord avec toi, Greg. Je pense que, beh, en fait, si tu te prépares pas à partir à la guerre et à affronter des choses terribles, et surtout que tu es prêt, en fait, à payer, le prix. Parce qu'en fait, ces gens-là, ils savent que, quand ils partent en mission, même si c'est pas, le but de la mission, c'est pas d'y rester, ils savent quand même qu'il y a des probabilités, bah, qu'il meure, qu'il y ait des copains qui meurent ou qui soient gravement blessés. Donc fondamentalement, nous, dans notre société, on fait pas du sport, parce que, on va devoir, heu, sauver sa vie à la fin de la journée. On fait du sport pour rester en bonne santé, éventuellement pour rester, fit, pour Ouais. pouvoir, bah, se défendre en cas de coup dur. Mais tu sais, je me souviens d'un stage que j'avais donné il y a quelques années dans un club de Krav Maga et en fait, ce qui m'avait marqué, c'était que donc,
Les mecs étaient très bons physiquement, ils étaient, techniquement, très efficaces, mais ils étaient tous blessés. Ouais. Et à un moment donné, si tu veux, je leur fais faire des exercices, qui étaient tout simplement, passer de la position allongée, se relever rapidement et sprinter. En fait, les gens me disaient: «Mais je peux pas. Si je le fais, j'ai tout qui pète». Et donc Ouais. je leur disais: «En fait, le premier système de défense qui devrait être la fuite, vous êtes en train de me dire que vous êtes pas capable, en fait, de l'appliquer». J Donc il y a un problème dans votre approche, en fait. Vous êtes les premiers à dire que le premier combat, en fait, c'est un combat qui est évité, Ouais. mais vous êtes pas capable, en fait, de partir en courant. Je me souviens, les mecs, ils avaient buggé et ils m'avaient dit: «Ah ben ouais, c'est trop ça». Mais oui. Mais pourquoi Christophe? Et ben, je leur avais dit: «Beh, parce que soit votre entraînement, il est mal conduit, soit, en fait, votre entraînement conduit à des blessures qui vous empêchent de courir à la fin». Et donc peut-être qu'il y a là, il y a une réflexion à mener sur votre façon de vous entraîner, peut-être que c'est excessif, peut-être qu'on n'a pas besoin d'en faire autant, Mmh. si le but est seulement d'être, opérationnel le jour J, à l'instant T. Mais oui, mais je te dis, cette notion de douleur, de souffrance, d'aller, parce que pareil, ça va avec les modes où on te dit, qu'il faut sortir de sa zone de confort. Ça, c'est le truc qu'on entend tout le temps, qui revient. Alors, je dis pas que c'est pas bien, mais en fait, c'est des choses qui rentrent dans le cerveau des gens et ils se disent, bah, ils font un bon entraînement qui est bien et tout, mais ils ont l'impression de pas avoir, fait peut-être assez, pas avoir eu assez mal. Ah, je suis pas sorti de ma zone de confort, je vais rajouter 500 burpees mais Ouais, non, enfin, tu vois? Greg, ça alors j'y ai beaucoup réfléchi ces derniers mois, donc je peux t'en parler, longtemps. En fait, tu as plusieurs façons d'appréhender les choses. Déjà, toi et moi, on peut pas véritablement comprendre, cette mentalité-là, parce qu'on s'entraîne depuis des années, quasiment tous les jours. Je pense que c'est Mmh. le cas pour toi. Ouais. Voilà, que même si c'est pas de l'entraînement dur, c'est, des entraînements de récupération ou des choses comme ça. Donc déjà, cette problématique de tous les jours, se mettre en action, nous, on l'a pas par rapport à un certain nombre de personnes qui est assez grandissant dans la société. Donc d'un côté, effectivement, dire à des gens: «Il faut sortir de votre zone de confort», ça a du sens quand tu Mmh. le dis à 90 des gens, parce que les gens ne se bougent pas suffisamment. Ensuite, quand tu regardes les choses sous le spectre heu, du volume et de l'intensité que les gens mettent brutalement, c'est que comme les gens savent qu'ils n'auront pas forcément la motivation pour le refaire demain ou après-demain, il y a une tendance naturelle à faire un gros volume très intense pour se donner bonne conscience, Mmh. parce qu'ils se disent: «Non mais de toute façon, je me connais, demain je le Ouais. referai pas ça» ou «De toute façon je commence quelque chose, je vais jamais au bout, je me fixe des objectifs». Tu vois où je veux en venir Ouais. en fait, Ouais, Greg? ouais, je vois, ouais. Et finalement, moi je dis souvent aux gens, heu suis le programme, mais ton réel objectif, c'est de faire ce programme-là pendant un mois et là, tu pourras te dire que tu es un champion. Parce que finalement, aujourd'hui, tout le monde peut se mettre dans le rouge, 1 journée ou 2. Mais celui, en fait, qui est véritablement un champion, un héros, c'est celui qui recommence un peu Mais oui, tous les jours pendant 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. c'est ça. C'est ça. Non, non, mais là-dessus, je suis complètement d'accord, tu vois? Et là, je lisais un livre, j'ai pas encore été au bout, mais c'est, alors je vais le prononcer à la française, c'est Joel Green, l'auteur, ça s'appelle The Immunity Code. Et en fait, il explique, selon lui, que la majorité des stratégies fitness sur le long terme ne fonctionnent pas. Parce que justement, comme tu parlais pour Gérald, mais même moi, là, c'est mon cas. J'ai quand même enfin, des douleurs dont j'ai du mal à me séparer depuis quelques temps. Mais il disait, en fait, il y a toujours des gros gaps de moments d'inactivité ou de problèmes, soit à cause de blessures, soit à cause de la vie parce que bah, ton travail, ta vie familiale, tout ça, et qu'en fait, les stratégies sont, selon lui, pas les bonnes parce qu'elles permettent pas d'être maintenues dans le temps et que souvent, le résultat, c'est que tu as des gens qui arrivent à être en forme pendant 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, mais quand tu regardes à la
pas forcément la fin de leur vie, je veux dire, mais arrivés à un certain âge, ils ont des douleurs partout. Ils reprennent, s'ils avaient perdu du poids, ils reprennent du poids. En fait, les stratégies n'arrivent pas à être maintenues dans la durée, mais lui, il parle pas même de moyen terme, il parle vraiment du long terme, quoi. Mmh, mmh, Et je mmh. trouve ça intéressant d'essayer de penser à ça parce qu'effectivement, dans ce côté de se faire mal à l'entraînement et tout, tu peux te dire aussi, mais comment tu peux attendre que ton corps réagisse bien si tu cherches à lui faire mal? Tu vois? En fait, si tu traites pas bien ton corps, bah, il va encaisser pendant un certain temps, mais à un moment, il te présente l'addition, tu vois? Mais bah, c'est un très bon résumé. C'est quand tu fais, en fait, un emprunt à la banque et donc quand tu empruntes sur les capacités adaptatives de ton corps, bah, tôt ou tard, en fait, le banquier, il te réclame, en fait, les intérêts et donc tôt ou tard, ton corps te réclame, en fait, les intérêts et si tu l'écoutes pas, bah, il y a des sanctions. Voilà Ouais. et ces sanctions, beh, dans le corps, c'est les blessures, c'est les douleurs, c'est la fatigue, et cetera Parce que et souvent, on se blesse et on pense que c'est, sur l'instant présent, parce qu'il s'est passé ça et tout. Mais en réalité, c'est souvent une accumulation de choses et en fait, voilà, c'est jamais genre vraiment, cet instant-là. Alors oui, on va dire: «Oui, mais j'étais fatigué ce jour-là, machin». Ouais, mais en fait, il y a certainement tout ce que tu as fait le cumul. avant, depuis des mois, des années, qui t'ont fait arriver à ce stade-là. Mais je trouve que, on pourra justement en venir à ta blessure, à toi qui a changé ta direction et tout. Mais, souvent, je pense, ouais, on fait un peu cette erreur-là d'être un peu sur un microscope, dire: «OK, je me suis blessé ce jour-là, qu'est-ce que j'ai fait ce jour-là?» ou, le jour d'avant et tout ça, et on regarde pas tout ce qui a été fait avant et du coup, on prend pas, bah, le big picture, quoi, tu vois? On prend pas, La vue d'ensemble. l'ensemble, Mmh. voilà, et les stratégies qu'on va appliquer seront pas forcément les bonnes parce qu'on ne prend pas tout en compte. Absolument. Mais bah, c'est un super exemple que tu donnes, la vision microscopique et la vision macroscopique. Vision Ouais, microscopique, c'est je regarde au zoom un élément en particulier et donc effectivement, bah, ça me permet de comprendre, certains processus en jeu, à un instant T. Mais finalement, le plus important à mes yeux, c'est pas ça, c'est la vision macroscopique des choses. C'est comment cet événement, il s'intègre dans une chaîne en fait d'événements, avant. Et ouais, souvent, effectivement, tu te rends compte que, toutes les blessures, elles ont une explication, rationnelle. Heu, une personne qui a eu une sciatique alors aujourd'hui, il y a tout un mouvement, notamment qui vient de la kinésithérapie, sur, la posture n'a aucune importance, mmh, hem, l'hyperflexion de la colonne, c'est pas problématique, et cetera et en soi, ils ont raison, sur un instant T. ouais, Et moi, je peux vous dire un truc, ça fait, plus de 35 ans que maintenant je m'entraîne. J'aimerais entendre ces mêmes kinés me tenir les mêmes propos, quand ils auront mon âge et peut-être mon ouais, parcours. Et je peux vous ouais, dire que la posture, elle a son importance. Peut-être pas l'importance que moi je lui ai donnée à un moment donné dans mmh, mes écrits et cetera. Ça, j'ai pas de problème, à l'admettre. Avant, par exemple, j'avais une vision, posturale qui était très statique. Notamment dans Un corps sans douleur, j'avais identifié, des types de postures et ces types de postures, en fait, ils me permettaient finalement de pouvoir, mieux comprendre ce qui pouvait se passer de façon, dynamique et donc j'avais basé des choses sur un certain nombre de déséquilibres musculaires qui entraînaient un certain nombre de déséquilibres posturaux. Heu, il se trouve qu'effectivement, avec le temps, je me suis aperçu que, finalement, ce qui comptait le plus, c'était la posture dynamique des individus. mmh. Et si ta posture statique, c'est-à-dire la manière dont tu te tiens devant ton siège, c'est toujours les épaules enroulées vers l'avant, la tête qui plonge vers l'avant et le dos arrondi, bah, fais ça pendant 30 ans et je te garantis que tu auras des problèmes liés à cette posture-là. Et Même surtout, si, c'est pas en faisant, 5 minutes ou même, 1/2 heure parfois, tu vois, de juste enfin, en fait, c'est ton quotidien qui est c'est pareil, c'est une question d'addition. C'est-à-dire que tu peux essayer de faire des exercices correctifs qui vont te soulager momentanément, mais il y a quand même une question de quantité. C'est-à-dire que si pendant 1/2 heure, tu ouvres et tout, ça va te faire du bien, mais est-ce que ça va être suffisant pour contrecarrer, 8 heures, 10 heures, 20 heures de la position inverse? En général, non.
Eh ouais. même si ça aide. Et c'est pour Mais ça qu'il vaut mieux faire des breaks réguliers dans la journée, c'est-à-dire toutes les demi-heures, toutes les 45 minutes, se lever, mobiliser ses articulations, parce qu'on sait maintenant que ça va avoir un impact beaucoup plus important que de faire une seule séance d'exercice correctif ou de renforcement musculaire dans la journée. Et donc il vaut mieux cumuler 20 fois 5 minutes qu'une fois, 1 heure. Vous voyez ouais. ce que je veux dire? Mmh. Ouais, beh, je le vois, tu le vois, c'est tout bête, mais je pense, moi, c'est enfin, j'ai un chien, j'ai toujours eu des chiens, mais les chats, je pense, c'est la même chose. Naturellement, tu les vois, ils dorment et ils se reposent, ils se lèvent, ils s'étirent, ils bougent un peu et hop, et des fois, ils vont jouer, hop, quelques minutes, puis boum, ils se remettent. Mais, enfin, je vois rarement, mon chien rester, 4 heures, 5 heures, dans une position sans jamais bouger, tu vois? Et Ils même se quand on dort, on bouge. mmh, bah, oui. On reste pas statique en dormant. On change de position de manière même si on s'en rend pas compte, mais on change régulièrement de position, on se tourne à droite, à gauche, on ouvre une hanche sur le côté, on ouvre l'autre, on monte les bras en l'air, on met les bras croisés. En fait, on bouge en permanence durant son sommeil parce que le corps, il a compris qu'il a besoin de en fait, ces micro-mouvements réguliers dans la journée vont permettre de continuer à hydrater, en fait, les articulations et les structures articulaires. Donc ils sont Mmh. vachement importants. Mais je sais plus qu'est-ce que j'avais vu qui disait ça, mais qui disait qu'on a dû inventer le sport parce qu'on bougeait plus assez, en fait, dans notre quotidien. Et André Ospina, le gars qui a Ouais, créé le FRC. ouais, j'avais fait d'ailleurs la certification FRC il y a pas mal de temps, je crois 2016, un truc comme ça. C'était assez intéressant. Pas pas évi en fait, le problème de faut que je rebondisse sur ça parce que tu en parles, je trouve ça très bien comme approche, tu vois? Mais c'est pas agréable. Alors, bien sûr, des fois, il faut faire des choses, désagréables, mais tu vois, quand tu vas te faire une séance FRC ou comment ils ont appelé ça déjà après ils ont créé des cours un peu, de mobilité, Oui, je vois de quoi tu parles, mais je me c'est souviens un autre nom, bon bref, c'est tu pas en fait, tu pas trop envie d'y aller, ah oui, tu parce vois? que c'est que des trucs où tu vas à la limite articulaire, Ouais, tu vas cramper, et c'est cetera. ça. Et donc, c'est intéressant ce que tu dis, parce que et c'est là où moi je diffère totalement, de Spina, c'est que je considère en fait que c'est pas non plus naturel son approche. Mmh. C'est-à-dire, tu regardes, aucun animal ne va aller jusqu'à la crampe si tu veux, simplement Ouais. pour le plaisir d'entretenir ses articulations. Mmh. Mais simplement, et Spina apporte des choses très intéressantes dans son travail, notamment au niveau des concepts qu'il utilise. Mais pour moi, on va encore trop loin dans une logique, si tu veux, d'extrême, voilà. C'est-à-dire que, Mmh. OK, en travaillant une articulation, je vais pouvoir effectivement, lui donner une information, l'aider à se structurer, l'aider à peut-être à se modifier et cetera. Mais est-ce que naturellement, ça se produit dans la nature? Non. Mmh. Donc est-ce que c'est bon à faire? Moi, je pense pas, voilà. Mais, ce qui serait Ouais. intéressant, tu vois, Greg, c'est de voir tous les gens, tous les pontes en fait du FRC, de voir s'ils tiennent le même discours dans 10 ou 15 ans, notamment quand ils vont commencer à avoir, des petits élargissements. En fait, tu as, tes structures articulaires, naturellement, bah, elles peuvent, fabriquer soit un excès de cartilage, soit, bah, tout simplement un petit peu se détériorer, hein. C'est des détériorations arthrosiques. Et donc là, tu commences à avoir des douleurs, bah, tu as beau mobiliser, elles sont présentes. Et donc ça va être Ouais. intéressant de voir comment ces gens-là, parce qu'ils les rencontreront tôt ou tard, Oui. et ça j'en fais, si vous voulez, une sorte de je vous signe un papier tout de suite. Ça serait intéressant de voir comment ils vont légitimiser ce qui leur arrive, 15 ans plus tard. Voilà. Ouais, puis quelque part aussi, j'ai l'impression parfois que c'est devenu presque comme une discipline. C'est-à-dire que enfin ou une activité, c'est-à-dire que tu les vois faire ça, mais tu as l'impression en fait qu'ils ne font que ça. C'est-à-dire que pour moi, c'est un outil qui doit t'aider peut-être à être mieux dans ton quotidien, mais peut-être aussi à mieux performer dans tes activités sportives et tout.
Et en fait, bah, j'ai l'impression qu'il y en a, c'est devenu un objectif en soi, tu vois? Mmh. C'est plus un outil et c'est d'aller chercher la meilleure amplitude active, voilà. Mais derrière, comment tu l'utilises? En fait, c'est quoi? Je vois que dans ton contexte à toi, tu es meilleur que moi là-dessus, mais est-ce que ça fait de toi, quelqu'un qui est meilleur dans une activité sportive? Est-ce que tu as eu un progrès là-dessus? Est-ce que tu es un meilleur, bougeur entre guillemets, mover, tu vois? Mais donc ouais, en fait, tu sais, tu as le concept de spécialisation un peu dont parlait Ido Portal et bah, parfois en voulant faire des choses complémentaires comme ça, tu peux devenir un spécialiste, sans t'en rendre compte de, la mobilité articulaire, tu vois? Mmh. Mais plus dans un objectif de t'aider, mais juste, c'est le but en soi, c'est juste ça, quoi. Oui, oui, mais et alors après, ce qui est intéressant, c'est que puisque tu parles d'Ido Portal et je veux pas en fait, je veux pas donner l'impression que je casse en fait les gens, qui ont peut-être Mmh. plus de réputation que moi. J'en ai plus rien à foutre très honnêtement. Si, vous voulez pas m'écouter, que vous préférez écouter d'autres personnes, vous avez tout à fait le droit, internet est vaste, donc j'ai pas de problème. Mais Ido Portal, par exemple, il a d'énormes problèmes de dos. Depuis en fait qu'il a commencé à faire, des Gerger squats, hem, pas des Gerger squats, c'est des Gercher soulevés de terre. C'est-à-dire, vous faites du soulevé de terre avec des Jefferson curl, vous Ah, savez? les Jefferson Curl, ouais. Et donc Ouais, il prenait une énorme barre, il la mettait dans ses avant-bras et il faisait du Jefferson, donc ouais. avec des charges, montant jusqu'à, 40-50 kilogrammes. Pour Et ceux qui ne voient pas, c'est grosso modo, c'est comme si tu es debout, tu as les jambes tendues et comme quand on dit: «Bah, va toucher le sol, avec tes mains», sauf que là, tu es surélevé, et tu as une charge, donc tu enroules le dos, c'est vraiment dos arrondi et vertèbre par vertèbre, normalement, tu enroules le dos et avec une charge, ouais, voilà, effectivement. Et alors je t'ai coupé, hein, désolé, mais je sais que moi, j'avais un de mes élèves kiné qui me disait: «Non, non, c'est très bien et tout ça», et j'avais vu Stuart McGill qui lui t'expliquait que pour les disques, c'était catastrophique, que ça allait pas se voir tout de suite, mais que dans la durée, ils allaient avoir des gros problèmes. eh ben, c'est exactement ce qui s'est passé pour Portal. C'est-à-dire que, alors il a respecté, si tu veux, toute une progressivité. D'abord, on travaillait avec des haltères de quelques kilos et puis, forcément, les structures se renforcent, hein. C'est, Mmh. la magie aussi du corps humain et les structures se renforcent, les structures se renforcent, les structures se renforcent et je crois qu'il était arrivé à des charges de, 60 ou 70 kilogrammes, comme ça et un jour, clac! Je sais Ouais. pas trop la finalité de ce qui s'est passé. Je sais pas s'il a un ligament, ou carrément un disque qui a explosé, mais il s'est retrouvé, presque paralysé et malheureusement, bon, ben, ça derrière tu communiques pas dessus, hein, sur YouTube. Ah, c'est vrai que je savais Eh oui, pas. oui, mais justement, c'est aussi le problème, c'est que ces gens-là derrière, ils viennent pas t'expliquer que pendant, ils t'ont entraîné dans le mur avec eux, quoi, tu vois? Et c'est Parce ça. que c'est vrai qu'on a vu qu'il a changé. Alors moi, je l'ai vu bouger, il a l'air de encore très bien bouger. Je le vois peut-être plus faire ses trucs de capoeira comme il faisait avant et tout, mais parce que moi il y a des choses que je trouve vraiment intéressantes, dans son approche, mais Bien donc sûr, j'aime bien écouter ce qu'il dit. tout à fait. Mais c'est vrai qu'il avait dit qu'il s'était un peu débarrassé de sa masse musculaire. Tu vois, il est beaucoup moins massif qu'à une époque et tout ça. Mais en réalité, c'est peut-être, justement cette blessure-là qui est passée par là, quoi. Ben voilà et heu, donc moi, je veux vraiment faire je veux vraiment redire, parce que je sais comment fonctionnent les réseaux sociaux maintenant, il ne s'agit pas de bâcher les gens. Il Mmh. s'agit de dire, à un moment donné, heu, tout le monde a le droit de se tromper, mais simplement ne pas hésiter aussi à dire: «Je me suis trompé, ne faites plus ça». Ouais. Et si tu veux, c'est ça que je reproche à ces gens-là. Moi, Portal, il m'a fait rêver, parce que je Mmh. voyais un mec, qui avait quasiment le même âge que moi, qui continuait à faire des trucs, super impressionnants et je me disais: «Waouh, putain, il faut que je fasse la même chose que lui». Sauf que quand je faisais la même chose que lui, bah, bizarrement, j'avais pas les mêmes résultats. C'est-à-dire que moi, j'avais mal partout. Mmh. Et donc petit à petit, j'ai compris qu'on avait tous des structures articulaires et que ces structures articulaires, ben, tu devais aussi apprendre à faire avec, donc à adapter le contenu éventuellement d'une personne que tu apprécies ou que tu suis, en respectant en fait ce que te dit ton corps. Ton corps, il est intelligent, hein. S'il te dit, s'il t'envoie des signaux douloureux, c'est que soit ce que tu fais, tu le fais mal, soit ce que tu fais
ne lui convient pas et donc il ne faut Mmh. pas le faire. Je vais te donner un autre exemple. Heu, Tu as Kelly Starrett qui a été le ponte, en fait, de la mobilité dans le CrossFit. Ouais. Sa femme, elle, on lui a posé, une double prothèse de hanche. Lui, il a une prothèse totale de genou et donc, si tu veux, à un moment donné, je me pose la question: comment se fait-il, en fait, que les super conseils que vous donniez et donc travailler dans certains extrêmes, on mobilise, ensuite on utilise des charges, en Ouais. jerk et cetera, ça aboutisse à ce résultat-là. Mmh. Est-ce que le modèle de pensée, il n'est pas caduc à un moment donné? Est-ce que vous n'êtes pas allé trop loin dans votre réflexion en pensant que le corps, il était indestructible ou que en lui donnant les éléments, que vous pensez être bien pour lui, bah, finalement, il allait jamais se casser? Le résultat, il est, là. C'est-à-dire que tu as un gars qui a été considéré et qui a révolutionné littéralement, Oui. arrête, moi je le Mmh. redis, et pour bien comprendre mon message, je crache pas sur les gens. Oui, C'est non, mais ce Starrett, il a révolutionné le travail de mobilité. Il l'a fait vraiment, passer à un gap supérieur en popularisant tout un tas de techniques. Mais la réalité, voilà, c'est que peut-être que dans son approche, il est allé trop loin. Et mon sens aujourd'hui, c'est rester plus à l'écoute de ce que vous dit votre corps. Essayez de votre corps ne vous trompera pas. Donc ouais. écoutez-le. Si quelque chose vous permet d'améliorer un fonctionnement, continuez. Si quelque chose commence à vous faire mal, arrêtez tout de suite. C'est votre corps, il est en train de vous dire quelque chose. Remettez-vous en question, cherchez éventuellement ce qui ne va pas dans votre mouvement ou dans votre approche, mais écoutez votre corps. Il vous dit tous les jours plein de choses. Ouais, mais tu vois, ça revient à ce que je disais tout à l'heure de Joel Green qui dit que, bah, oui, sur le long terme, la majorité des stratégies, fitness ne fonctionnent pas ou que ce soit quand je dis fitness, c'est d'entraînement quoi, dans sa globalité, puisque le résultat, c'est souvent ça et moi je et c'est vrai quand tu commences à observer des gens qui s'entraînent tout le temps et tout, bah, ils ouais, au bout d'un moment, tu as des opérations, de la hanche. Tu as des gens même enfin moi aussi assez jeune, j'ai eu le problème de hanche, une opération, tout ça, heu, tu te dis: «Bah, en fait, il ça peut pas enfin, c'est pas normal, c'est pas bon, il y a un problème quelque part, tu vois? Et même si c'est plus tard, même si c'est à 40, à 50 ans, si le résultat de ce que tu as fait, c'est, une prothèse de hanche, bah, c'est que c'était pas, c'est que le processus, il est pas bon, en fait. Faut même si ça veut pas dire que tout est à rejeter, donc moi, je suis d'accord, tu vois, Starrett, j'ai trouvé, énormément et j'ai appris plein de choses et tout, mais forcément, il faut essayer d'avoir un œil critique si tu vois que le résultat, c'est que c'est ça, quoi. C'est Mmh. une prothèse pour sa femme, lui aussi le genou, enfin, donc il y a forcément quelque chose qui va pas, quoi. Alors, on peut aussi être factuel et dire que sa femme, comme Starrett, c'est 2 athlètes de haut niveau. Mmh. Donc on peut aussi se dire, que c'est leur pratique du sport de haut niveau qui ont généré en fait, une usure prématurée du corps qui a abouti à ça. Donc moi je veux bien entendre ça. De la même manière, moi je peux te dire, si tout ce que j'ai fait au niveau du karaté artistique, je suis pas sûr que c'était très, très bon pour mes articulations. Mais la différence peut-être avec d'autres personnes, c'est que je l'ai compris suffisamment tôt pour immédiatement, redresser le tir et m'orienter vers des pratiques qui étaient plus en adéquation avec ce que mon corps me disait et les besoins de mon corps. C'est Mmh. peut-être là où j'ai fait preuve de plus d'intelligence que d'autres. Alors forcément, je suis vachement moins connu, que plein de gens. Mais finalement, ce qui compte aujourd'hui pour moi, c'est de pouvoir, faire un peu de pied-point, aller faire, de la course en montagne, tu vois? D'avoir cette Ouais. pratique, on va dire, pluridisciplinaire qui me permet de rester joyeux et de profiter finalement un peu plus de mon corps que des gens qui sont peut-être allés beaucoup plus loin, que moi, mais qui aujourd'hui en payent un prix un petit peu plus lourd et peut-être qu'on se reparle dans 10 ans et je te dirai: Ouais, «Greg, j'ai une double prothèse de hanche», tu vois? ouais. Non, mais de toute façon, déjà, il y a le fait qu'on comprenne les choses, mais parfois, on pourra pas, même si la méthode est bonne, complètement, réparer le mal qui a été fait.
Mmh. Donc, c'est pas parce que si à un moment tu as des problèmes et tout, c'est pas que ta méthode est pas bonne, c'est que, bah, peut-être tu l'as commencé, trop Ça, tard et que, bah, ça t'a aidé à retarder, 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 mais qu'à un moment ça va quand même peut-être te rattraper. Je te le souhaite pas. mmh. Mais, ouais, en fait, il faudrait dès son enfance avoir cette éducation-là, et ces messages-là pour le comprendre, tu vois? Même si on n'en a pas besoin à l'enfance, mais c'est pour te câbler correctement dans le cerveau pour que tu puisses, prendre ça en compte, tu vois? Et c'est tout mon travail aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire que, finalement, j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir parce qu'ils ont fait trop de sport de haut niveau, ils ont fait trop de trail, trop de crossfit, trop de je sais pas quoi, et ils viennent me voir parce que finalement, je suis un peu l'agence touriste, hein, on vient me voir à la fin quand il y a plus de solution. Des fois, j'ai des mails, j'ai des gens, ils me disent, «Je me suis fait opérer 3 fois, j'ai vu, 3 kinésithérapeutes, 12 médecins, vous êtes mon vous êtes mon Ouais, dernier espoir». dernier recours. Et je leur dis: «Mais moi, je suis pas magicien, quoi, je suis pas Gandalf, Mmh. Ouais, donc je leur dis: «Voilà ce que je vous suggère de faire. Maintenant, si ça marche pas, je suis désolé». ouais, Et donc je dis souvent aux gens: «Ne venez pas me voir quand vous êtes au bout du rouleau. ouais. Essayez de vous intéresser à mon travail, de manière préventive, avant que les emmerdes arrivent». Parce que c'est comme ça, en fait, que le type d'approche que je véhicule et que d'autres, font également, fonctionne. C'est-à-dire, c'est de la prévention. C'est rester un petit peu plus à l'écoute de son corps, lui apporter en fait des choses un petit peu au quotidien dont il a besoin pour s'auto-entretenir, heu et pour, f avoir un fonctionnement, le plus durable possible dans le temps. Ouais, Voilà. mais tu vois, si, au final et je pense c'est marrant parce que je pense que c'est à peu près à la même époque, tous les 2, toi, tu as eu donc, ta rupture du mollet en 2002. Ouais. Moi, je crois que c'était en 2002 aussi que j'ai eu, la déchirure du bourrelet cotyloïdien, du labrum au niveau de la hanche et que je me suis fait opérer et tous les 2, on a commencé à repenser notre manière de s'entraîner et à s'intéresser à ça après. On a fait de la on a alors on va dire qu'on a essayé de faire de la prévention pour la suite, mais on est quand même arrivé à un point Rupture. de non-retour, de rupture, de blessure et c'est ça qui est très dur, c'est que quand tu es jeune, tu as aussi, les hormones, la maturation du cerveau, tout ça qui font que c'est le genre de message que tu as du mal à recevoir, tu vois? C'est ça qui est compliqué. Et c'est ça qui est compliqué parce que, et là, on rentre dans les modèles de société. Parce qu'en fait, la société te dit qu'il faut que tu sois, enfin, moi, j'ai grandi avec une idéologie qui était qu'il fallait que je sois un champion, parce que quand tu es un champion, tu es reconnu. Quand tu es un champion, tout devient plus facile, et cetera. Bon, aujourd'hui, je m'aperçois que ça m'a aidé, mais c'est pas fondamentalement ce qui fait ce que je suis aujourd'hui. Et Mmh. donc, c'est vrai que, puisque tu parles de nos blessures respectives, et moi, avant ça, je pensais réellement bien m'entraîner. J'avais déjà Mmh. compris, l'intérêt de manger correctement, de prendre des compléments alimentaires. Donc, on parle dans les années 2000, donc, Ouais. ça fait 22 ans. Tu imagines Mmh. déjà le Mmh. trajet? Et malgré ça, j'avais quand même un certain nombre d'informations corporelles, beaucoup de contractures musculaires, beaucoup des départs d'inflammation, et tout ça, en fait, je me disais: «Mais non, comment ils font les autres?» Donc, tu n'écoutes pas ton corps et tu continues, et moins j'écoutais mon corps et plus ces messages, ils devenaient fréquents et puissants. Mmh. Et un jour, bah, mon corps, comme je l'écoutais plus, il a décidé en fait de m'envoyer un message que je ne pouvais pas ignorer, c'est-à-dire une rupture totale du mollet Ouais. dans mon cas, voilà. Beh, oui, mais on apprend, si tu veux, dans l'entraînement, puisque quand on veut atteindre un certain niveau, je reviens à no pain, no gain, mais je veux dire, on a quand même un peu cette culture de dépassement, de pas justement pour pas écouter la douleur, ben, on arrête d'écouter son corps et forcément, quand on arrête d'écouter son corps, ben, il y a un moment Et où ça va pas, quoi. et tout ça, Greg, je pense que tu seras d'accord avec moi, mais on le retrouve dans tout. C'est-à-dire dans un couple, quand, l'un ou l'autre ne s'écoute plus,
Quand Mmh. tu n'écoutes plus, en fait, ce que te dit ton compagnon ou ta compagne, tôt ou tard, en fait, il y a tu arrives au point de rupture. Ouais. Mais ça fait des années que je te dis ça. Tu m'écoutes Mmh. plus. Ah ouais, Ouais. c'est vrai. Et donc là, beh, soit les gens arrivent à dépasser ça, à se remettre en question et le couple perdure, soit les gens se séparent. Parfois, les gens continuent à reproduire les mêmes erreurs, les mêmes schémas, dans leur nouveau couple. Heu, Ouais. Tu as la même chose, dans le business. Des fois, tu as, des gens qui ont des comportements, avec toi, qui t'amènent en fait à des situations problématiques. Soit tu en tires des leçons et donc tu vas, contractualiser, tes accords avec, tes partenaires, et cetera. Ou alors, ben, tu écoutes pas les signes de la vie, ce que t'a montré l'existence et ben, finalement, le truc va se représenter en permanence, à toi. Et donc finalement, cette notion de ne plus écouter les signes, et donc je ne parle pas de signes, spirituels, je parle Mmh. vraiment de signes, réels. C'est-à-dire ce que te disent les autres, ce que te dit ton compagnon ou ta compagne, ce que te dit ton corps, beh, tôt ou tard, tu atteins un point de rupture. Soit Mmh. tu l'utilises pour, grandir et passer, ben, à un stade supérieur de compréhension et d'évolution, soit malheureusement, ça te sera représenté jusqu'à ce que tu comprennes. Ou pas. Des fois, il y a des gens, ils meurent à la fin, Oui. aigris, Ouais. avec des douleurs partout, voilà. Et il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup malheureusement dans notre société, Ouais. ouais. Je rebondis sur, Ido Portal parce que, je trouve qu'on pourrait te mettre un peu dans la même catégorie, c'est-à-dire, mouvement, prévention et tout ça. Et en même temps, alors tu me diras si je me trompe, j'ai l'impression que moi, je vois quand même un peu du kata artistique qui est enfin, je vois l'influence du kata artistique dans ta méthodologie et dans tes mouvements que tu proposes. Parce que alors, je peux me tromper parce que j'ai pas vu toutes tes vidéos et lu tous tes 26 livres et tout ça. Mais je me rappelle pas t'avoir vu, tu vois, faire des trucs du type Animal Flow, des Spinal Wave, des trucs comme. J'ai l'impression que toi, tout ce que tu fais, c'est quand même très, bah, un peu cata artistique, tu vois, c'est C'est très, très dynamique, très, tu vois. Est-ce que c'est un choix ou est-ce que c'est une appétence plus pour un type de mouvement? Pourquoi on te voit pas faire des mouvements d'animaux, de la locomotion, des trucs comme ça, tu sais, j'ai l'impression de ne pas t'avoir vu faire, tu vois, des choses très, très souples, très arrondies. Je te Quand je pense Christophe Cario, je te vois plus, c'est très là, 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 tu vois. Même dans les corrections, les mouvements de correction que tu proposes, c'est toujours très, tu vois, très tonique, très dynamique, très un peu, je vais pas dire linéaire parce qu'il y a de la rotation, mais je sais pas si tu vois ce que je rigide, veux dire. c'est très rigide. Ouais, Non, mais tu as tout tout à en étant très souple, c'est ça qui est bizarre, tu mais as t'as pas ce mouvement de flow, tu as tu tout vois. à fait raison. En fait, déjà, c'est ma forme de corps. On m'appelle le Yoda Pitbull, donc parce que je suis petit comme maître Yoda et un peu robuste comme un pitbull. Mais donc disons que dans ma forme de corps, j'ai pas forcément une énorme, j'ai pas une trop grosse fluidité corporelle, même si effectivement je suis capable de bouger mon corps dans de nombreuses directions. Après au niveau de mes structures mentales, c'est vrai que je 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 pense que nos structures mentales, la manière dont on appréhende les choses, beh, elles vont structurer aussi la manière dont on bouge, physiquement. Et comme Mmh. moi, je suis quelqu'un de très, rationalisant, je crois ce que je vois, tu vois? Donc c'est très Mmh. carré, c'est très structuré et donc du coup, c'est forcément moins souple dans ma moins Ouais, moins ça te fluide. correspond. Ça Exactement, ça me correspond et ça correspond à certaines personnes. Tu vois, il y a des gens qui vraiment, et je les remercie s'ils nous regardent, qui sont vraiment amoureux du système, que je propose et il y a des gens mmh. à qui ça correspond pas du tout et Ouais. qui disent, «Ah non, putain, moi c'est trop rigide, c'est trop carré, c'est trop comme ça le truc de Cario», voilà. Mais donc finalement, qui a raison, qui a tort, je sais pas. En fait, je pense que chacun trouve son compte dans une approche plutôt qu'une autre. Il y a des gens qui aussi,
heu, ont se sont renseignés sur mon système, y ont pris des choses, qu'ils trouvaient intéressant, un peu comme Bruce Lee, hein. Mmh. Je prends des choses qui m'intéressent et puis le reste, je le laisse parce que ça m'intéresse pas ou parce que moi, je le ressens pas et finalement, je pense que c'est pareil dans mon approche, comme dans d'autres. Voilà. Ouais, donc c'est pas une question que tu trouves que c'est pas, utile ou efficace, les mouvements, on va dire de plutôt fluides, c'est plus que toi, c'est Ben alors, ton fonctionnement qui est comme ça, quoi? donc il y a ça et le deuxième élément de réponse, heu et donc là, je sais que tu l'avais déjà, je sais que tu l'avais déjà reçu. Heu, Greg MMA, il te dirait par Mmh. exemple, qu'il a rarement vu des combattants, bouger si tu veux en faisant, de l'animal flow et cetera. Ça ne Mmh. veut pas dire qu'il ne faut pas travailler cette fluidité de corps pour, les esquives et les machins. Mais ça veut juste dire que quand tu ramènes, si tu veux, des pratiques à quelque chose de plus, terre à terre et de plus réaliste, tu vois rarement en fait des hommes se déplacer comme des lézards, Mmh. voilà. À l'armée, on rampe, voilà. Ouais. C'est-à-dire que tu Après, tu as certains combattants, bah, d'ailleurs, Conor McGregor, à une époque, suivait Ido Portal et il était alors, hasard ou pas, mais il était bien meilleur quand il s'entraînait comme ça, plutôt que quand il s'est mis à devenir, très musculation et tout ça. parce que Tu sais, parfois, tu as des combattants, on dit: «Tiens, lui, c'est un vrai félin», tu vois? Donc tu as quand même des combattants, tu sais, qui ont ce côté, tu des et c'est une question de style, tu vois? Même toi qui viens du kata artistique, si tu regardes, les Tao de kung-fu artistique, c'est très différent. absolument, C'est-à-dire que c'est le karaté, c'est beaucoup de la ligne, c'est en ligne, et le kung-fu, c'est tout en cercle, tu ouais, vois? tout à fait. Et donc après, bah, ça va attirer aussi plus certaines personnes et tout. Mais Mais donc, excuse-moi Greg de te couper mmh, parce que mais donc du coup, ce qui est encore une fois important, que ça soit, McGregor qui s'associe en fait à Portal ou ce que tu viens de dire, les différences entre, style japonais, style chinois, mmh, finalement, on peut aller chercher à développer des compétences, mmh, mais on va pas forcément pouvoir littéralement changer sa forme de corps. oui, Un asiatique, il est naturellement, mobile, il est naturellement, souple dans sa façon d'être, tu vois? Je prends mmh, par exemple des Chinois, alors que les Japonais sont beaucoup plus rigides, ils sont même rigides dans leur ouais, mentalité, tu vois? Les Chinois sont beaucoup plus souples et donc tu retrouves ces formes, là et peut-être que justement, moi aujourd'hui, j'ai un travail à faire vers un arrondissement, on va dire, mmh, oui, travailler, finalement, plus de flexibilité mentale. Je travaille justement là-dessus au niveau, des neurosciences et tout ça. C'est un domaine ouais, qui m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire comment passer d'une pensée qui est trop rigide et qui est donc forcément pas tout le temps adaptée à une situation, mmh, à un cadre de référence qui me permet d'adapter, en fait, mes réponses en fonction, de la situation. Donc la même mmh, rigidité, mais qui a un peu de flexibilité pour pouvoir mieux répondre à une situation et du coup, peut-être que ce travail-là, il pourrait aussi, bah, trouver une réponse dans un travail plus fluide au niveau de ce que moi j'appelle les MAC, les mobilisations articulaires contrôlées, qui sont quand même assez fluides, hein, mais sont très codifiées dans leur pratique. Tu vois ouais, mmh, ce que je dis? ouais, D'ailleurs, ça peut être très, très fluide. Il y a beaucoup de mouvements, tu vois, où je fais des cercles, des machins comme mmh, ça avec les épaules. Mais c'est vrai qu'on va le faire 3 fois dans un sens, 3 fois dans l'autre, voilà. Alors que dans les pratiques que tu d'animal flow, on est plus sur une pratique qui est de l'ordre de l'instinct. de l'instinct c'est plus souvent un mouvement, très global Mmh, mmh. du corps, moins, Analytique. voilà. Et ce que toi, tu vas faire isoler l'épaule, tout ça, donc il va y avoir mais le reste va, tu vois? Tu vas stabiliser, Je vais le gainer trop peut-être. c'est ça, tu vas beaucoup gainer, toi. Voilà, donc encore une fois, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Aujourd'hui, c'est ce qui me correspond à ma forme corporelle. Mmh, Dès que je m'en éloigne trop, c'est-à-dire parce que je teste et j'essaie beaucoup de choses, j'essaie d'apprendre un peu comme toi, ta devise, c'est: «Celui qui n'apprend
Celui qui croit savoir n'apprend plus. Voilà, exactement. Et ben j'adore ce mantra et donc du coup, j'essaie d'apprendre, j'essaie de tester en permanence des choses, simplement pour mettre à l'épreuve mon propre système, et dire: «Tiens, peut-être qu'il y a des trucs à prendre dans telle approche, et cetera». Ou tout simplement me rendre compte: «Ah non, ça, à moi, ça ne me correspond pas». Mmh. Peut-être essayez-le pour vous, mais moi perso, ça ne m'apporte que des emmerdes. Donc je Ouais. ne le fais pas. Voilà. Parce que c'est vrai que après moi je trouve ça intéressant, je pense, hein, de savoir faire les 2. C'est-à-dire, de savoir se déplacer, de manière gainée, tu vois? Et aussi savoir se déplacer de manière relâchée, non en fait, parce que, en fait, le gainage, ça protège. Tu vois? C'est un peu un mécanisme de protection, donc c'est aussi peut-être mentalement que tu veux pas lâcher. C'est un lâcher prise qui se fait pas et de se dire: «Allez, je peux y aller, sans être gainé sur certains types de mouvements», tu vois? Absolument. Heu, ouais, moi je trouve ça, j'aime bien les 2 approches et je sais qu'il y a des gens, par exemple, qui ont parlé de Stuart McGill, qui reprochent à McGill justement. McGill, c'est la faut stabi il faut stabiliser, la colonne, le Mmh. bassin, tout, Mmh. mais peut-être que pour certaines pratiques, c'est pas adapté, tu vois? Mais donc ça, c'est intéressant et ça permet d'introduire la notion de biais cognitif. Mmh. C'est-à-dire que McGill, en fait, pourquoi il te parle de ça? Parce qu'il reçoit que des gens, en fait, qui ont des problèmes de bassin et de dos. Ouais, Et donc lui, son modèle, c'est que quand à partir du moment où tu fléchis trop la colonne, où tu, ouais. fais une trop grande extension au niveau des lombaires, tu arrives en fait à des détériorations et à des problèmes. Donc son son biais à lui, c'est de dire: «Il faut pas que sur le long terme, la colonne, subisse de trop grandes variations au niveau de ses courbures. Sinon, Mmh. c'est le début des emmerdes». Et donc, Ouais. McGill, il peut pas te tenir, je pense, un autre discours que celui-là, parce qu'encore une fois, il n'a que des gens, en fait, blessés qui viennent le voir, Ouais, ouais, ouais. tu vois? Et moi, j'ai Mmh. et moi et je me compare pas à Stuart McGill, mais qui pour ceux qui connaissent pas, c'est un des plus grands chercheurs en biomécanique de la colonne vertébrale au monde. Il a écrit plein de super bouquins, tout en anglais malheureusement pour vous, Français. Mais voilà, son biais à lui, c'est ça, parce qu'il reçoit que des gens blessés. Et finalement, moi, j'ai un peu le même biais, parce que finalement, comme je vous le disais, les gens, ils viennent me voir pas quand tout va bien. Ils viennent me voir Mmh. quand ils sont tout pétés de partout. Et donc effectivement, mon biais, c'est de dire, ben, peut-être que ce que je propose n'est pas optimal, mais en tout cas, il marche chez des gens qui sont pétés de partout. Ouais, Tu vois? ouais. Et oui, non, Voilà. mais c'est ça. Après, forcément, on crée une réponse, à quelque part à la demande ou à ce à quoi on est exposé, en fait. Forcément, tu peux pas, penser à tout et avoir une réponse qui est pour toutes les situations et il y a toujours des biais, on a toujours des biais. Qu'on le veuille ou non, on est tout le temps biaisé par, notre expérience personnelle et l'expérience de ce qui nous entoure, quoi. Mmh. Et même si on essaye d'être, d'avoir, de la variété et d'aller la chercher et tout, on pour ce sera toujours, enfin, ce sera toujours réducteur. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas avoir tout vu et avoir tout pris en compte, tu vois? Mmh mh mh. Là, je regarde en ce moment, ça fait que quelques jours, du coup, je connais pas encore bien le système, mais une approche, d'américain qui s'appelle GOTA. Je sais pas si tu as déjà vu? Hem et GOATA. Et alors eux, ils sont, complètement, alors je les trouve un peu trop, fermés, on va dire, justement parce que c'est le biais de, bah, nous, on a des résultats et en fait les autres, c'est pas bien, tu vois? Donc j'ai cette impression qu'ils sont pas très ouverts, mais la méthode est intéressante. Et en fait, eux, ce qu'ils font beaucoup, c'est qu'ils regardent, quand il y a une blessure d'un athlète qui est connu et tout ça, ils vont aller regarder, souvent il y a des vidéos sur les réseaux sociaux de leurs entraînements et tout, et ils vont analyser eux, ils sont par exemple, tu vois, à l'opposé de ce qu'on disait tout à l'heure. Ils sont très, de ce que disent les kinés aujourd'hui, ils sont très posture. La posture crée les problèmes. Mmh. Et donc, ils vont regarder la position des pieds, des genoux, tout ça. Et ils vont dire, bah, regardez son squat, regardez comment il bouge. Et ils ont une idée qui est que la malléole interne
doit toujours être plus haute que la malléole externe Mmh. et qu'il n'y a jamais de blessures de non-contact qui se font dans cette position-là. Et en fait, tu les vois, et c'est assez intéressant parce qu'effectivement, ils ont des exemples par centaines de où c'est difficile à décrire, mais où la jambe est plutôt arquée. OK. Donc, et ça, c'est là où moi j'étais surpris. Ils te disent d'aller plutôt prendre le contact, non pas vers le gros orteil et le point de rotation qu'on voit souvent sur les chaussures. Eux, ils se disent que ça se fait pas là, mais plutôt vers la tranche, vers on va dire les 3, 4, 5, 3, 4 et 5e orteil, et de créer une arche un peu au niveau du pied, tu vois. Mais surtout, ce qu'ils disent, c'est qu'en fait, il n'y a aucun sport qui est sur place. Mmh. Et donc, aller faire du soulevé olympique, du squat, des choses comme ça qui sont statiques, pour un sport de locomotion, mais qu'en réalité tous les sports sont des sports de locomotion, ça n'a pas de sens. Mmh. Et c'est vrai que souvent, quand tu vas regarder, bah, pareil, un peu plus loin dans la durée, le résultat de ce type d'entraînement, même pas forcément toujours des gens de haut niveau, c'est qu'ils finissent par avoir des douleurs de dos, des douleurs de hanches, des problèmes de genoux, tout ça. Et eux, ils disaient aussi que, alors c'est les Américains, donc football américain, basket, tout ça, en réalité, c'était une erreur d'aller faire du squat, du développé couché, les trucs comme ça, où c'était du statique, alors qu'eux, ils font des choses qui sont en mouvement. Mmh. Donc assez intéressant. Et c'était un peu cet argument-là aussi de parler de faire des choses en mouvement, tu vois. Mmh. Mais ça rejoint finalement, alors peut-être que, toi tu connais certainement Mike Boyle, Mmh. voilà qui a été un très gros préparateur physique américain dans les années, 2000-2010. On n'entend plus trop parler d'ailleurs de lui. Bon, il continue, Ouais, mais bon, il est un peu noyé dans la jeune génération ouais. maintenant, qui gueule partout, Parce et que qui ont c'est vraiment une référence avant. ah oui, oui, carrément, c'est voilà. Et ben On Mike l'entend plus. Boyle avait avec Mark Verstegen ou Gray Cook, Mmh. pareil, est très critiqué aujourd'hui, pour son approche. Bah, les 3 ont vraiment apporté un gap dans la préparation physique en montrant, si vous voulez, que le travail corporel devait être, tridimensionnel, qu'il valait mieux plutôt travailler de manière unilatérale parce que la majorité en fait des pratiques sportives se retrouvaient de manière unilatérale. Je pose un pied et puis je vais ouvrir mon bras opposé pour tirer, ou je vais prendre appui sur une jambe, esquiver pour mettre mon crochet et ainsi de suite. Et du coup, ils ont vraiment révolutionné cette approche-là, qui auparavant était vachement dominée soit par l'athlétisme, qui a été une très, très grande école de préparation physique dans le monde, mais qui Mmh. voyait tout dans le prisme en fait des filières énergétiques, etc. Ou alors on avait à l'opposé ben, l'haltérophilie et la force, qui voyaient tout par le prisme en fait du soulevé de terre, du squat, etc. Et ces gars-là ont amené en fait une approche, une vision tridimensionnelle et un petit peu du travail unilatéral. Alors il y en avait d'autres, hein. Il y avait aussi Verne Gambetta qui était avant eux encore et qui a été aussi très révolutionnaire, ou Gary Gray, qui est un vieux monsieur maintenant, il doit avoir 80 ans, mais OK. qui a entraîné plein de golfeurs. Je les connais pas ceux-là, ouais. Bah, c'est vraiment, c'était des pontes à l'époque d'une autre façon en fait d'appréhender le corps de manière tridimensionnelle. Et tous ces gens-là, ils ont vraiment apporté beaucoup. Et pourquoi je me suis lancé dans cette explication sur, c'était par rapport à Gotha. Oui, enfin moi je suis entièrement d'accord avec ce que tu disais Greg et avec ce que ces gens-là disent. C'est-à-dire que quand tu fais une analyse des pratiques physiques, bah, finalement, on devrait d'abord bien analyser, son sport. Quelles sont les demandes, en fait, de mon sport pour lui proposer, en fait, une préparation physique qui est adaptée et Ouais. non pas, faire, de la préparation physique trop généraliste, à base de squats, de soulevés de terre qui ont un intérêt. C'est pas il s'agit pas de cracher là-dessus. Mais il s'agit si vous faites que ça, vous allez créer de toutes les manières des dysfonctions parce que le corps, il est pas fait naturellement pour soulever que des barres et Ouais. cetera. Le corps, il est vraiment fait pour bouger de manière tridimensionnelle. Oui, puis surtout, enfin,
Je crois ce qu'il disait aussi, c'est que la plupart du temps, dans la majorité des sports, c'est quand même ton corps que tu dois déplacer. Et quand tu fais de la musculation, c'est des objets que tu déplaces, tu vois. Mmh. Alors oui, si tu, je sais pas, tu fais du football américain, tu as le ballon à lancer, tout ça, donc tu peux voir ça comme un poids. Mais globalement, c'est quand même ton corps que tu fais bouger, tu vois. Et donc, Euh, si tu me ouais. permets, Mm, les haters, diront: «Il a pas pu s'en empêcher». C'est pour ça que j'ai beaucoup utilisé les bandes élastiques et que j'en propose depuis des années. Parce que c'est vraiment une résistance qui permet de se rapprocher finalement des vecteurs de force que tu vas rencontrer, en fait, dans ta pratique sportive mm, et justement par l'utilisation des bandes et des vecteurs de force et des différentes tensions que tu peux proposer avec les bandes, bah, finalement, tu peux utiliser des bandes qui sont très légères pour surcharger de 10 à 15 simplement un mouvement. Et mm. lorsque tu vas enlever ta bande, ben, j'ai cru voir dans ta nouvelle salle que tu avais, un Functional patterns. ouais, Mm, voilà, exactement. Ben, le simple fait de pouvoir utiliser en fait, des mouvements pas trop chargés sur des mouvements de frappe et cetera, c'est mm. beaucoup plus fonctionnel que de faire du développé couché. Ouais. L'effet contraire, enfin l'effet problématique de ça, c'est que tu vas pas développer des gros pecs. Oui, mais tu Mais apprends à bouger ton corps, où je trouve que ce qui est intéressant, mais ça revient encore pour moi à ce concept de no pain, no gain, mais c'est-à-dire que les gens vont vouloir que ce soit un poids difficile. Si c'est pas dur, c'est pas efficace, tu vois. Alors qu'en réalité, je trouve que parfois avec des poids légers comme ça va être suffisant, enfin avec des élastiques, des tensions on va dire, pas trop importante, ça, c'est suffisant pour mettre en avant les manques, là où ça pêche. Où là, tu sens que l'autre fois, je faisais avec ma femme, parce que pour l'instant, j'ai pas encore pu bien me plonger dans le système functional patterns, mais ouais, je voudrais te demander ton avis aussi là-dessus. Mais l'autre fois, on faisait des mouvements de rotation, tirage, on se retournait, on terminait en coup de poing et tout. Et bah, tu sens qu'il y a un côté où tu es bien et que l'autre côté, tu es un peu moins bien. Mais il y a un contrôle moteur, mais il y a peut-être un contrôle du gainage, de tout ça. Et c'était pas du tout avec un poids lourd, mais c'était suffisant pour sentir là où, à quel instant, il y a une problématique dans ton mouvement il y avait que un tu maillon ne faible. sentirais pas Mmh. sans cette charge additionnelle, tu vois. Complètement, Et complètement. par contre, je pourrais pas faire ça bah, avec un truc hyper lourd, tu vois. Oui, non, mais ça a pas pour vocation, de toute façon, le truc lourd à être manipulé, de manière, on va dire, tridimensionnelle, puisque tu le rencontres jamais dans la nature. Heu, Si on veut même pas parler de bande élastique pour ne pas donner des arguments à mes haters, fais simplement des séances de pliométrie. Mm, C'est-à-dire des multibonds, des pompes claquées, des trucs comme ça, tu vas tout de suite t'apercevoir qu'en cherchant à accélérer ton corps, bah, le lendemain, selon le type de mouvement que tu choisis en plio, tu peux pas marcher, en fait, hein. mm, C'est-à-dire que tu as tellement sursollicité tes tissus, tes tendons, tes fascias, tes muscles, qu'avec ton simple poids du corps, en essayant de l'accélérer au maximum, ben, déjà tu le sollicites à des niveaux qui sont trop importants pour lui. C'est pour ça que tu as de si grosses courbatures. ouais. Et une autre raison pour laquelle, il y a très peu de gens aujourd'hui qui peuvent faire du sprint sans se blesser. Si tu fais du sprint aujourd'hui, la probabilité en fait de beaucoup de gens de se péter, elle est très, très importante. Pourquoi? Beh, parce qu'on mobilise le corps à très, très grande vitesse et parfois avec des amplitudes corporelles que le corps il a plus du tout l'habitude de faire, de pratiquer. Ouais. Et alors, tu as regardé un peu ce que faisait Naudi Aguilar avec le functional patterns? Alors j'ai une relation particulière avec le bonhomme. Autant je trouve qu'il est très intéressant parce qu'on a des similitudes importantes et Très sur la posturologie, les neurologie, automassages, hein, les mmh, chaînes musculaires. mmh, Autant j'ai trouvé que, il avait une dérive qui était trop importante, au niveau, conceptuel. C'est-à-dire qu'en gros, si tu fais pas ce qu'il dit, oui, tu es un naze, tu as rien compris à la life un peu et comme Gotha, heu, j'ai l'impression. un peu comme Gotha? Comme, Gotha dont je te parlais, j'ai l'impression qu'il Alors, j'en suis arrivé à me dire, parce que c'est une tendance que j'ai vue, si tu veux, chez les anglo-saxons. Je ne sais pas si, finalement, le fait d'être clivant, mmh, a une façon d'exister, en fait, aux c'est ça. États-Unis. C'est-à-dire, Ouais, j'aime ou je déteste, mais je reste pas indifférent à ce que, le système propose, en fait.
Bah, c'est ça, j'ai l'impression que c'est plus dur, pour eux d'avoir des résultats commerciaux. Si tu dis: «Bah, j'ai une méthode, j'ai des super résultats, mais c'est pas forcément, la meilleure méthode de tous les temps et les autres, il y a des choses bien aussi chez les autres», quoi. Tu Ouais, as l'impression qu'il faut venir dire: «Les autres, c'est de la merde, ouais. il y a que moi qui ai des résultats voilà, venez chez moi», quoi. Donc pour en revenir à ma vision, moi je me suis arrêté à ce qu'il faisait en je crois que c'était en 2016-2017. Ouais. Je sais qu'il a perfectionné, son système ces derniers temps. Je sais qu'il s'est un petit peu assagi, donc je l'ai non pas vraiment, d'accord, OK, Ça dépend. Si tu vas sur son Instagram, d'accord, OK. il y J'avais a quand même l'impression qu'il tenait des propos moins rigides et moins ah, clivants. il a ses bêtes noires, hein. Le yoga, il est bâche tout le temps. Le squat, c'est voilà, enfin non, il a quand même toujours ses bêtes noires, ça revient, et souvent tu as des milliers de commentaires d'insultes, mais ce qui est marrant, c'est que lui va répondre et il va argumenter, mais il va aussi insulter. Donc ouais, il est très clivant, ouais. Donc, bah, écoute, moi, voilà, bah, comme dans tout système, je trouve qu'il y a des choses très intéressantes. J'ai une tendance naturelle à finalement avoir un regard assez positif et bienveillant parce que ça ressemble finalement à ce que moi je propose. Mmh. On a des réflexions sur le travail corporel qui sont, assez proches l'un de l'autre. Donc finalement, j'aurais tendance à te dire: «Ouais, c'est chouette ce qu'il fait». Maintenant, voilà, c'est moi les gens qui sont les meilleurs au monde Ouais. et qui te crachent sur tous les autres, j'ai un petit peu de mal. Donc, c'est vrai que je ne sais pas trop ce qu'il fait aujourd'hui. À part son appareil, la Ouais, functional trainer que je trouve super. ouais, il est bien, ouais. Moi, j'ai un Son Kaiser. Tu Ouais. vois ce que c'est le functional Ouais, trainer Kaiser? j'avais hésité, mais le Kaiser, il est peut-être encore mieux, hein. Lui, il est bien, mais je pense que c'est peut-être un peu moins cher aussi que le Kaiser, ce qu'il propose. Mais le Kaiser, ouais, je trouve que ça a l'air très bien, hein. Bah, le Kaiser, c'est le pour ceux qui comprennent, en fait, ce sont des outils comme, des poulies, modulables, qui Mmh. permettent, en fait, de travailler, de manière tridimensionnelle le corps en poussant et en tirant simultanément. Ouais, Et donc, Nodi Aguilar a créé une machine avec des poids, mais où il a amélioré, le déplacement inertiel, hein, il me semble. ouais. Et on n'a pas trop d'à-coups dedans, hein, il me semble, hein? Non, non, Correct? non, il y a pas d'à-coup du tout, ouais. Et dans le functional, trainer de Kaiser, était une société américaine qui a sorti des équipements basés sur, de l'air pneumatique et donc dans lequel vous avez aucune inertie. C'est-à-dire que lorsque vous tirez, sur le câble, ben, au moment où vous tirez, vous avez, 4 kilogrammes et à la fin, du tirage, vous avez toujours 4 kilogrammes. Il n'y a pas de Ouais. variation, de poids qui est liée à un déplacement de charge ou un truc comme ça. Bon, c'est un peu compliqué, c'est de la Ouais, mais ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, tu peux travailler, tellement de choses, c'est-à-dire que tu peux travailler ton ouverture de hanche, ta rotation interne, enfin, parce que du coup, tu des mousquetons et tu mets ce que tu veux. Tu peux mettre des poignets, mais tu peux mettre des sangles de cheville, tu vois, et c'est vrai que je trouve que c'est intéressant bah, c'est hyper large, quoi, j'arrive plus à retrouver le mot, mais vers polyvalent. polyvalent, voilà, j'allais dire versatile, polyvalent, et c'est ça qui est intéressant. C'est vrai que un type d'entraînement qui va vraiment promouvoir le mouvement Mmh. plus que justement du statique, quoi. Mmh. Et c'est vrai que moi, c'est vraiment ce vers quoi je me dirige plus maintenant. Et ça m'amène sur donc Nodi Aguilar qui, comme toi, est, enfin, recommande beaucoup les automassages, Mmh. et les automassages, ça fait des années que ça a été populaire, et ces derniers temps, il y a des gens qui remettent pas mal en question, qui disent: «Non, ça sert à rien, on fait rien, regardez, les fascias, voilà, on fait, sur des autopsies, des choses comme ça, on va voir que ça on les bouge pas», enfin voilà. Donc est-ce que donc toi, tu as toujours la même position, là-dessus? Parce que moi, je sais que, mais donc c'est pas une étude, mais de mon point de vue à moi, que ce soit sur moi ou des gens à qui j'ai fait faire, bah, il y a des résultats, heu, court terme et même long terme.
Ouais, il y a plein de gens et qui ont pourtant en plus une approche scientifique, tu vois? Donc ils disent pas: «Moi je pense que», ils ont été regarder les choses, qui disent: «Non, ça produit aucun changement» et tout ça, quoi. Alors c'est intéressant parce que, là pareil, tu as aussi, un certain nombre de biais. Effectivement, les fascias sont des structures donc, l'argument principal, c'est que les fascias, donc ce sont les enveloppes, qui contiennent nos muscles, qui interconnectent nos muscles, nos tendons et cetera. Donc ça, là-dessus, il y a pas de souci, hein, les gens, même les kinés les plus, opposés à cette approche considèrent que les fascias, ils existent, hein. Lorsque Mmh. vous faites de la dissection, vous voyez bien, en fait, que tout est contenu dans des enveloppes particulières, donc les tissus conjonctifs et cetera. Donc là-dessus, on ne revient pas. Là, ce que certaines personnes disent, c'est qu'effectivement, le but des fascias étant un rôle structurant, c'est-à-dire de donner une structure aux muscles, etc., ça ne peut pas être déformé, parce que si c'était déformable, en fait, on serait informe. Donc, nos muscles n'auraient pas de tonicité, etc. Et donc, à partir du moment où vous considérez ça, ben, il n'y a rien qui va pouvoir modifier la texture ou le tonus de ces tissus. Donc ça, c'est une approche, et effectivement, rationnellement parlant, elle se comprend. Mais tu as aussi d'autres études qui te montrent que simplement en faisant ça, donc là, Mmh. juste en caressant ma peau, d'accord, il se passe quelque chose sous la peau. C'est-à-dire qu'il y a déjà des modifications au niveau nerveuse, c'est-à-dire que je vais envoyer des messages qui vont être captés par mon cerveau et qui vont induire une réponse. Donc, je vais modifier le tonus de ma peau, la sensation corporelle à cet endroit-là. Donc, simplement en me touchant, il se passe quelque chose. Donc ça, c'est le premier aspect, et donc tu as des thérapeutes manuels, qui considèrent qu'en travaillant suffisamment longtemps sur, des tensions musculaires, sur des nœuds, on va pouvoir modifier la structure, en fait, du nœud, et peut-être agir sur les fascias. Mmh. Moi, ma position aujourd'hui, c'est que, au final, peu importe ce qu'on fait réellement avec les automassages, donc, est-ce qu'on agit au niveau nerveux? Est-ce qu'on modifie la structure des fascias? Finalement, moi, j'en sais rien. Mmh. À l'époque, il y avait un certain nombre d'études qui tendaient à le montrer. Aujourd'hui, il y a encore des études qui vont dans ce sens-là. Il y a d'autres études qui vous disent totalement l'inverse. Mais il y a aussi des études qui disent que, la nicotine n'est pas dangereux pour la santé. Mmh. Donc en fait, aujourd'hui, on est dans une forme de guerre scientifique, où vous avez des scientifiques qui ont une certaine vision des choses, parfois orientés, pour supporter un certain nombre de lobbies. Vous avez d'autres scientifiques qui vont avoir des approches radicalement opposées. Finalement, moi, ce qui m'intéresse dans ce no man's land d'études, qui parfois se contredisent et même souvent se contredisent, c'est qu'est-ce que tu ressens, en fait? Ouais, Et moi, aujourd'hui, quand je fais des automassages, ben, je me sens mieux que quand j'en fais pas. Voilà. ouais. Donc si tu veux pas faire d'automassage parce que, un mec t'a dit de pas en faire, libre à toi. Mais si tu as mal aux hanches, si tu as mal au dos, si tu as mal quelque part, fais des automassages, et je te garantis que ton corps ira mieux après. Est-ce que ça va avoir un impact à long terme? J'en sais rien. Mais finalement, si ça me permet tous les jours de mieux bouger, de continuer à entretenir mon corps parce que j'ai moins mal que Mmh. si je ne le faisais pas, ben finalement, j'en ai rien à faire de savoir, qu'est-ce qui se passe réellement. Ce qui m'intéresse, c'est finalement la mise en pratique et l'utilité des automassages. Et moi, toutes les personnes à qui j'ai conseillé de faire des automassages, ben, ils reviendront pas en arrière. Voilà. Bah, oui. Mais tu vois, par exemple, je sais qu'il y en a qui disaient: «Ah, faut surtout pas, aller, sur la bande iliotibiale», tu vois? De toute façon, ça sert à rien, on a regardé la résistance que ça a, machin et tout. Ouais, enfin, sauf que moi, derrière, il y a des muscles et quand j'ai des plus c'est les endroits souvent où on reçoit des low kicks et tout, bah, quand j'ai des tensions musculaires à cet endroit-là, alors peut-être que j'agis pas sur la bande iliotibiale, par contre, sur le quadriceps derrière, bah, moi, ça me fait du bien, tu vois? Ça me fait relâcher les tensions, donc tu pourras me dire ce que tu veux. Le résultat, c'est que j'ai moins mal et après, donc bah, je continue à le faire, quoi. Donc, tu vois, alors
ces kinés te diront: «Oui, mais parce que tu désensibilises en fait tes récepteurs Mmh. nerveux, tes mécanorécepteurs, du coup ils sont moins sensibles, du coup tu as moins mal». Peut-être, mais si la réalité c'est que grâce à ça, bah, tu peux quand même faire ton training, tu peux marcher, plus droit parce que tu es pas obligé de compenser parce que tu as mal partout en marchant. Finalement, qu'est-ce qui est le plus important? Se sentir bien dans son corps pour pouvoir entretenir un cercle vertueux, ou alors, la science réfute totalement l'intérêt des automassages, donc ne les faites pas, mais souffrez. Souffrez Ouais. et prenez en fait des anti-inflammatoires parce que c'est vachement mieux pour votre santé. À un moment donné, tu vois? Et c'est aussi pour ça que, je lis beaucoup moins d'études qu'avant, heu et je vais, faire une parenthèse, tu me dis si tu veux qu'on rentre là-dedans ou pas. Mais quand je vois le traitement en fait de la crise sanitaire, Mmh. on a vu en fait tout et n'importe quoi qui était dit. On a vu des journaux, scientifiques qui étaient capables de publier des études, dans un sens et puis finalement se rétracter, quelques jours plus tard parce que tout le monde s'apercevait qu'il y avait, des biais terribles à l'intérieur de ces études et que même eux, ils Ouais. pouvaient pas, raisonnablement conserver les études dans la publication de ces études. Ça m'a permis aussi de prendre beaucoup de distance par rapport à ça et Mmh. de revenir à une forme d'empirisme et de dire: «OK, finalement, il y a beaucoup de gens qui racontent un peu tout et n'importe quoi. Ouais. Donc qu'est-ce que ton corps te dit? Qu'est-ce qui te semble bien pour toi? Écoute ça et c'est déjà pas mal, quoi», tu vois? Voilà. Et si Ouais. les automassages te font du bien, continue à les faire. S'ils t'apportent que dalle, je vais te donner un dernier exemple pour que j'ai des gens, par exemple, j'appelle ça les madriers. Les madriers, tu sais, c'est les mecs qui sont ultra durs. Tu sais, ils sont très, très raides naturellement, très, très Mmh. durs, une raideur phénoménale, il leur faut des poids pour pouvoir, au avoir augmenté leurs amplitudes articulaires et cetera. Et en fait, ces gens-là, tu leur fais faire des automassages, ils ne sentent rien, rien de Ouais. rien. Bon, ben, c'est pas la peine de continuer un truc qui en fait, ne t'apporte rien. En Ouais. revanche, à l'opposé, moi j'ai des gens qui sur YouTube, hein, vous pouvez aller voir mes commentaires sous, mes vidéos d'automassage. J'ai des gens, ils vous disent: «Ça fait 10 ans que j'avais mal là, j'ai appliqué votre truc, en moins de 2 minutes, j'ai plus mal». Bah oui. Donc finalement, qui a tort, Oui. qui a raison, en fait? Faites-vous votre Ouais. propre opinion, testez. Si ça vous fait, du bien, continuez et si ça vous fait du mal, arrêtez, tout simplement. Ce qui compte, c'est le résultat, hein. Là, il y a un youtubeur, américain qui s'appelle Lane Norton, qui est, plutôt sur la muscu, et la nutrition, mais qui est un ancien, enfin qui a un PhD, qui était chercheur sur, je crois les protéines ou un truc comme ça. Et lui, c'est sa spécialité, c'est d'aller, débunker, les études et tout ça. Et l'autre fois, j'écoutais un podcast avec lui et il expliquait que c'est assez fou parce que parfois, il y a des études, tu lis l'étude, tu lis la conclusion, donc qui est écrite par ceux qui ont fait l'étude, et la conclusion ne dit pas ce qu'en fait, donne l'étude. C'est-à-dire que lui-même, il disait: «Non mais attendez les gars, vous avez fait l'étude, votre étude ne dit pas ça. Alors pourquoi dans la conclusion vous dites ça?» Alors après, il faut avoir un niveau de connaissance, il faut avoir envie de lire, des études comme ça, mais comme quoi, c'est vrai qu'effectivement, les études, on va pas mal s'y fier, et parfois on en oublie Bon le sens, terrain, tu vois aussi. le Par bon exemple, tu sens. vois, je voulais te lancer, sur ça. Alors peut-être que tu seras d'accord avec les études, mais ça fait des années que maintenant le stretching statique, c'est diabolisé. Mmh mh. Et il y a eu des études qui ont dit: «Faut surtout pas faire de stretching avant, l'entraînement, tu accrois tes risques de blessures, tu perds en tonus, machin et tout ça». Et l'autre fois, alors moi j'étais dit, je m'étais dit: «Bon bah OK, a priori il faut pas faire ça, les études disent ça». Et puis je sais plus, il y a quelque temps, j'entends quelqu'un qui dit: «Ah ouais, mais alors pourquoi dans les arts martiaux, ils font tous des depuis toujours, ils font des étirements avant, et ceux qui sont les plus explosifs en coups de pied, le karaté, le taekwondo, machin et tout, même si tu prends, je sais pas, Jean-Claude Van Damme qui lui, faisait tout le temps des étirements et après tu le voyais faire des coups de pied retournés de malade et tout et ultra explosif sur ses coups de pied. Alors pourquoi ces gens-là, ils sont, explosifs? Tu m'expliques? Beh, je on peut reprendre le même truc. Dis à un danseur de ballet de pas faire en fait de grand écart dans tous les sens avant, un ballet. Mais oui, Les mecs, ils te diront: «On va te faire foutre, quoi». ouais,
Ils vont te dire: «Oui, tu vas être moins explosif». Eh ouais, mais déjà, essayer de faire ce que fait un danseur ou une danseuse de ballet, à faire des grands écarts sautés à quasiment 1,80 m du sol, donc et c'est là, en fait, si tu veux, que tout ça n'a plus de sens, en fait, Greg. Mmh. C'est-à-dire que les mecs, à vouloir prouver, l'opposé de ce que tu observes dans la réalité, ben peut-être ça impressionne certaines personnes, mais quand tu as un peu de bon sens et de rationalité, tu vois bien qu'il y a un bug. C'est-à-dire que, ben, tu as donné des bons exemples, l'exemple du danseur ou de la danseuse classique, l'exemple du breaker. Dis à Mmh. des breakers, en fait, de pas se mettre en grand écart, de pas te faire des grands écarts facial avant de faire des séances de, windmill au sol, ou des cercles Thomas. Oui. La même chose en gymnastique, acrobatique. Gymnastique, cirque, ils font Donc tous, peut-être qu'effectivement, peut-être qu'il y a mieux que du stretching statique avant l'effort et d'ailleurs, en fait, si on veut être vraiment factuel, dans la gym, dans la danse, dans les arts martiaux, on mmh, démarre par du stretching statique éventuellement mmh. et ensuite on fait quoi? On fait de la montée en gamme. Ouais, il y a de la balistique, il y a de la Exactement. Tu vas commencer à faire des petits coups de pied des petits low kicks doucement au sac de frappe, puis tu vas augmenter ta vitesse. En fait, personne ne fait, le grand écart, se lève et fait un sprint. oui, c'est ce que j'allais dire. Effectivement, peut-être qu'un sprinter, qui va faire un gros étirement statique de 5 minutes de son ischio, avant de faire son sprint, ça aura pas un effet positif, mais c'est une question de contexte. Pour quelqu'un qui a besoin d'accéder à une amplitude dans son activité, bah, ça va lui faire du bien, quoi. Mais je vais juste rappeler quelque chose d'essentiel. Heu, Carl Lewis, qui a quand même été un des plus grands sprinteurs, de tous les temps, Mmh. il faisait 2 heures de stretching statique avant de démarrer son échauffement spécifique pour le sprint C'est et on ça, ouais. parle d'un mec qui a battu des records aux 100 mètres, et cetera. Donc quand tu confrontes, si tu veux, la réalité à certaines études, tu vois bien que des fois, il y a des choses qui fonctionnent pas. Alors, peut-être que l'approche de Carl Lewis, elle aurait pu être, plus rentable, peut-être plus efficace. Peut-être qu'il aurait eu besoin de moins de temps pour s'échauffer s'il n'avait pas fait, ces 2 heures de stretching statique avant. Mais toujours est-il, en fait, que le gars, ça lui a quand même réussi pendant des années. Oui, puis certainement qu'il y avait, quelque chose entre les 2. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu fais du stretching statique, je pense pas qu'il faisait ces 2 heures de stretching statique et qu'il partait pleine balle après faire son sprint, tu vois? C'est ce que Il je y te a dis. une comme tu disais, une montée en gamme et tout ça Exactement. et en fait, c'est ça, à mon avis, j'ai pas été regarder les études en plus, hein, mais à mon avis, oui, s'ils ont fait un test: «Allez, on te fait faire du statique et après tu essaies de faire un effort max». Ah bah tiens, il y a une perte de tonicité ou d'efficacité. Bah oui, mais c'est pas comme ça, en fait, que c'est pratiqué. Exactement. Parce que ça ne se pratique pas comme ça dans la vraie vie, en fait. Ouais, Si tu es un peu raide, tu sais que ton prof, il te dit: «Aujourd'hui, on travaille des high kicks, des coups de pied circulaires à la tête» et que tu es, raide comme un madrier, beh, spontanément, oui, en fait, les gens, ils vont faire des ouvertures, parce qu'ils savent qu'ils n'arrivent pas à monter la jambe aussi haut et ça, ouais. tu le vois dans n'importe quel club. Je sais pas, peut-être que toi, tu peux le confirmer dans ton club ou tu l'as vu pendant des années dans ton club. Moi, je l'ai vu, tout le temps. Et Oui, donc, oui. il y a un décalage, si tu veux, entre celui qui lit des études, et qui a pas forcément, une grande pratique, lui-même et finalement les pédagogues du quotidien ou les athlètes du quotidien qui finalement expérimentent réellement, les choses. Et Ouais, pour terminer là-dessus, moi, mon point de vue aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de réflexes au sein du corps. Donc, on a plein de réflexes protecteurs au niveau corporel. On a plein de récepteurs cellulaires qui sont là pour nous aider à réguler un certain nombre de choses. Et je suis convaincu qu'il y a des moments où les étirements statiques vont réguler certaines choses qui doivent l'être et donc être productifs pour toi. Et inversement, il y a des moments en fait où les étirements statiques vont euh, sur
surréguler certaines choses qui sont déjà optimales, qui fonctionnent de Ouais. manière optimale et donc là, ils vont être contre-productifs. Et Mmh. donc moi, aujourd'hui, c'est pour ça que j'essaie de dire aux gens: «Apprenez différents outils Modalité. Mmh. d'entraînement et apprenez à les utiliser à bon escient». Ouais. Voilà, Mmh. c'est pour les aider Oui, oui, mais c'est aussi à sûr. comprendre. Après, tu as peut-être certains types, certains protocoles, modalités qui seront mieux à faire en récupération après. Peut-être que tu feras plus du PNF, des choses comme ça avant l'effort. Je sais pas. Enfin voilà. En tout cas, il y aurait pas pour moi, c'est pas à bannir et c'est vrai que moi-même, je me suis fait avoir par, «Ah bah zut, il y a une étude qui vient dire ça». J'ai pas eu la présence d'esprit de me dire: «Bah non, en fait, tu vois bien quand même que les Greg, ça nous ramène à ce qu'on se disait tout à l'heure, micro versus macro. mmh, C'est-à-dire que les études, elles te donnent une vision microscopique, en fait, d'une situation et d'un contexte. Et ouais, quand tu reprends du zoom arrière, que tu regardes la vision macroscopique, comment tu as progressé en sport pied-point? Ben, en mmh, faisant certainement beaucoup d'étirements statiques, comme moi, ouais, mmh, voilà, et comme les danseurs et comme les breakers et comme les gymnastes. ouais, Voilà. Et finalement, aujourd'hui, peut-être que ce que les gens doivent vraiment tirer de ce podcast, c'est ça, c'est de toujours c'est bien de s'intéresser à une vision microscopique des choses pour avoir un point de vue sur un instant T de quelque chose, d'une situation, et cetera, mais toujours la replacer dans une vue macroscopique. mmh, Comment cette chose-là, elle s'intègre dans une vision plus globale, avec une temporalité beaucoup plus large? Est-ce que ouais, ça résiste à ça? ouais. Non, mais je suis complètement d'accord. Alors ce que je te propose, parce qu'on va arriver un peu vers la fin, maintenant j'essaie de faire des podcasts un peu moins longs qu'à une époque. Comme ça arrange les invités et moi aussi, comme ça on reste moins longtemps assis à pas pouvoir bouger. Ouais, Donc je te propose, bah, peut-être si ça te dit qu'on se refasse un autre épisode pour aborder un peu, nutrition, compléments, avec plaisir. tout ça, je sais pas, sommeil et compagnie. Et comme à chaque fois là que je commence par cette question sur la journée et qu'elle reste en suspens, en général, on a fait 15 minutes de la journée et après on est parti sur une discussion, C'est vrai. pour voilà, parce que les gens, il y en a peut-être que ça va frustrer de se dire: «Bon, Et il bah, fait je sais ça le juste reste de la qu'il journée. se lève, il va dans son jardin, il respire et après j'ai pas la suite». Alors, OK, alors on va essayer d'être factuel. Ouais, Donc une fois que j'ai fait ça, ben, je lis. Généralement, tu vois, je lis des choses de 7 heures jusqu'à à peu près 8h30 du matin. J'ai une bonne heure et demie de lecture. Heu, Souvent, ce que j'essaie de faire, c'est, de me donner des semaines avec des thématiques, pour pouvoir plonger dans une thématique et un petit peu m'approprier un sujet, plonger dedans, réviser, me mettre à jour, voilà. Donc là, tu vois, c'est pour ça que j'ai noté, de regarder Gotha, ce que c'était, et qu'est-ce qu'il propose, voilà, bah, tu me diras ce que tu en penses, ouais, je tout à serais fait, intéressé d'avoir ton avis dessus. avec plaisir. Donc je fais généralement ça le matin. Ensuite, je prends mon petit déjeuner aux alentours de 9h-9h30, parce que je fais, du jeûne intermittent pour ceux qui me suivent sur mes réseaux. Donc en général, je termine de manger vers 18h-18h30 et je reprends en fait mon alimentation à partir de 9h30, 9h-9h30 le matin, ce qui me fait 15 heures de jeûne. Heu, voilà, et ça, pour ceux qui se poseraient éventuellement la question, c'est flexible. C'est-à-dire qu'il y a rien de dogmatique dans mon approche du jeûne. Je vais la faire varier, en fonction de ce que j'ai à faire. Il y a des moments où, je peux suivre mon jeûne intermittent de cette façon-là, assez structuré, assez rigide. Et il y a des moments, ben, je suis invité, de manière, Mmh. spontanée, voilà, par des amis, ma copine, machin, et cetera. Et donc là, ben, voilà, tu vas au restaurant, tu profites et puis tu reprends ton rythme, le lendemain. OK. Une fois que j'ai fait ça, que j'ai pris mon petit déj, généralement je bosse pendant à peu près une heure et demie, voilà, sur, soit YouTube, même si je suis pas très régulier comme toi, Greg, sur, sur YouTube. Mais voilà, je réponds à mes lecteurs, à mes réseaux sociaux
et je m'entraîne, voilà, vers 10h30, pour à peu près 1 heure et demie, en fin de matinée. Voilà, ça c'est pour le matin. 12h30, 13h, je prends, mon repas. Ensuite, habitant, dans le sud, il y a la sieste. C'est bien ça. Voilà, la petite sieste d'une demi heure, voilà, ceux qui travaillent avec moi, ils savent qu'on ne peut pas me joindre vers 13h30, 14h. Le portable est éteint, il y a personne chez moi à ce moment-là. Voilà, après vers, pareil 14-16 heures, je reprends un petit peu des activités pro. 16 heures, parfois je fais un petit training supplémentaire. Généralement, je fais souvent un peu de cardio, en fin de journée. Ouais. Et puis 18 heures, comme je vous l'ai dit, je prends mon dernier repas de la journée. Et puis la fin de la journée, ça peut être, visite à des amis, coup de fil professionnels ou amicaux, voilà. Voilà à peu près, et je me couche assez tôt vu que je me lève, assez tôt également. Donc je me couche vers 9h30 voire 22h grosso modo. Et ça, c'est un truc qu'on pourra, en rediscuter, mais ouais, c'est intéressant, je pense, de parler, peut-être éventuellement plus tard d'aborder les rythmes circadiens, tout ça, au final de se coucher quand il commence à faire nuit et de se lever quand il commence à faire jour. Absolument. Mais on pourra peut-être en reparler justement, un peu plus sur, les effets sur le corps, et tout ça. Je pense que ça peut être un sujet intéressant que je me suis noté, pour un éventuel autre épisode. On attendra peut-être pas 12 ans du coup. Non, l'idée c'est que ça soit profitable pour les gens, donc C'est ça. voilà, et dans 12 ans, je ne sais pas où on sera, donc Ouais, non, mais mais OK. avec plaisir Greg, si tu veux refaire. Ouais, ben, on pourra rentrer un peu plus sur, voilà, le détail de tes séances d'entraînement, ce que tu te fais pour toi et tout. Parce que parfois, il y a aussi ce qu'on recommande aux gens et puis, ce qu'on se fait soi, c'est parfois un peu différent. Donc, ouais, bah, voilà, ce serait un sujet je pense, qu'on pourra aborder aussi, la prochaine fois, Alors heu, enfin, on rentrera avec plaisir en détail, mais comme vous l'avez compris pour ceux qui ont suivi tout le podcast, comme j'ai un système de pensée qui est relativement rigide, j'aime pas trop l'incohérence. Donc tout ce que je ouais, propose, c'est ce que je suis pour moi-même, OK, parce que ça n'aurait pas de sens. Je me souviens une vidéo que j'avais enregistrée avec, Rudy Koya il y a quelques années, et en fait, ouais. la première chose que Rudy avait faite, c'était ouvrir mon frigo, et en fait, il Mmh. m'avait regardé, il me dit: «Donc en fait, tu manges exactement comme tu dis, qu'il faut faire?» Et j'ai dit: «Bah oui». Il me dit: «Ah non, mais les autres, ils font pas tout ça, hein». Que ça m'avait surpris. Ça m'avait surpris, mais bon, voilà. Donc non, non, je suis quelqu'un qui essaie d'être, très cohérent envers moi-même parce que, voilà, parce que j'aime bien la cohérence. Heu, voilà, Greg. Ouais, bah, écoute, on en reparlera, mais je pense que même aborder, l'évolution de l'entraînement en fonction de l'âge, en fonction de plein de paramètres et tout, ça pourrait être, intéressant pour pas mal de gens parce qu'il y a des gens qui nous suivent tous les 2 depuis longtemps et qui eux aussi, bah, ont vieilli. Mmh. Donc je me le note aussi comme, futur sujet. Et d'ailleurs, ceux qui me suivent et qui connaissent pas bien, Greg, vous pouvez absolument suivre sa chaîne YouTube qui est absolument géniale pour tout ce qui est, travail au sac de frappe. Merci, Voilà, tu es très, très grand pédagogue, enfin bon, c'est même pas moi qui le dis, mais moi je le pense. merci. Mais il y a beaucoup de gens qui reconnaissent tes talents pédagogiques, et voilà, qui sont très simples et très pratiques. Voilà, donc je trouve ça, enfin, j'encourage ceux qui veulent aller plus loin à regarder ce que tu fais au niveau du pied-point, ludique, on va dire. Bah, écoute, merci beaucoup. De toute façon, bah, moi, je t'aurais pas invité si je trouvais pas ton travail, bien et intéressant. Donc, bah, j'encourage tout le monde aussi à aller regarder ce que fait Christophe, s'intéresser aussi, justement à sa gamme de compléments, la marque NutriPure, et puis, bah, tous les programmes et tout ça. Donc, de toute façon, aujourd'hui, là, on a eu, certaines thématiques, mais on pourra, rentrer un peu plus dans d'autres thématiques une prochaine fois. Je mettrai les liens aussi vers tout,
les différents sites et tout ça. Et puis, 26 livres, donc il y a de quoi lire aussi. Regardez que les derniers parce que les 1ers peut-être qu'ils sont un peu vieux maintenant, mais oui, Ouais, c'est vrai effectivement j'ai été productif. un peu productif, ouais. Ouais. Ça marche. Bah, écoute, c'était un plaisir et puis, on essaie de se reprogrammer un autre épisode. Avec plaisir. Merci pour votre écoute à tous et puis bonne pratique.